Bien, bonjour à tous. Merci à tous et à toutes d'être présents en webinaire ou en physique. Merci à nos intervenants de l'IEDOM. Merci au directeur Gilles, justement, sur un sujet finalement qui est extrêmement peu connu par nos entreprises et qui pourtant conditionne beaucoup d'actes économiques derrière, tant les acteurs qui ont le droit, tout au moins, d'accéder à ces éléments, viennent de plus en plus se chercher. On est dans une crise sanitaire qui a fortement impacté nos résultats, mais aussi effectivement une question que je pose aujourd'hui, chaque chef d'entreprise, puis-je faire confiance à mon client? Alors quand c'est un business to consumer avec sa carte bleue, on lui fait confiance. Quand on est du B2B, c'est un vrai sujet désormais, en disant mais est-ce que j'ai intérêt à lui vendre? Parce que si c'est affreux, ça va être une perte. Voilà, un peu le sujet, donc aujourd'hui, faire découvrir un élément que trop peu de gens aujourd'hui connaissent et savent surtout comment l'utiliser et éventuellement même le faire modifier. Merci beaucoup, donc, Gilles, et je te laisse la parole. Ok, oui, en effet, la cotation, alors dite Banque de France, puisque l'IEDOM intervient pour le compte de la Banque de France sur cette activité-là, et quelque chose d'extrêmement important pour les entreprises. Le meilleur exemple que je vais vous donner, c'est l'attribution des PGE. Il ne vous a pas échappé que la première condition quand le PGE a été mis en place, c'est qu'une entreprise qui avait une cotation en Banque de France qui allait jusqu'à 5+, le banquier donnait systématiquement. Et le banquier commençait à regarder pour d'autres cotations. Donc vous voyez, ça a des impacts très importants. Les autres impacts, c'est aussi parce que les assureurs crédits ont leur propre système, mais vont aussi consulter la cotation. Et on sait très bien quel est leur pouvoir sur le financement des entreprises, puisque finalement, il y a pratiquement plus de financement interentreprise. Enfin, il n'y en a pas un peu, c'est beaucoup plus le financement interentreprise que le financement bancaire. Voilà, donc cette cotation très importante. Alors, on va essayer de avec des mots simples, vous la démystifier, vous expliquer les enjeux. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on n'est pas là pour distribuer des bons points. La cotation, ce n'est pas la bonne note, c'est pas ça. Vous allez comprendre que c'est extrêmement opérationnel dans le système financier français. Et donc qu'il faut y prêter une attention. Alors, qu'est-ce que c'est que la cotation? D'abord, c'est une évaluation du risque de crédit. Donc, on n'est pas sur la performance, c'est pas un score, on est bien sur une évaluation de risque. L'idée, c'est de simplement expliquer, de dire quelle est l'appréciation qu'on va porter sur l'entreprise, sa capacité à honorer ses engagements financiers à horizon de 3 ans. En gros, les banques, quand elles prêtent de l'argent, ne disposent pas de la ressource nécessaire pour faire face à l'ensemble des besoins qui leur sont exprimés au travers des dépôts et des choses comme ça que vous pouvez faire ou leurs capitaux propres. Et donc, ils se retournent pour une grosse partie vers la Banque centrale pour ce qu'on appelle se refinancer. Quand vous, chef d'entreprise, vous allez trouver votre banquier, que vous lui dites crédit, il vous répond systématiquement garantie. Nous, Banque centrale, c'est la même chose. On veut bien leur prêter de l'argent, mais on veut des garanties. Dans toutes les banques centrales du monde, ces garanties prennent la forme de créances sur l'État. Des bons en France, des bons du Trésor, des obligations, etc., que les banques ont dans leur portefeuille. C'est ce qu'on appelle le Tier 1 dans le jargon. Mais nous, les Français, on a développé un système très original et on est quasiment les seuls à le faire. Un système très original qui consiste à aller chercher dans les créances privées, cette fois-ci, des créances qui présenteraient une solidité comparable à celle de l'État. C'est ce fameux aucun risque à horizon de 3 ans. Donc moi, je dis toujours, je le formule de la manière suivante, c'est que je dois répondre à la question, est-ce que l'entreprise sera toujours là dans 3 ans? Quoi qu'il arrive, premier mot un peu difficile à répondre, et deuxièmement, est-ce qu'elle présente une absence totale de risque? Voilà. Donc, en gros, on va aller regarder, mais vous allez le voir en détail tout à l'heure, on va se dire, est-ce que l'entreprise, a une belle rentabilité sur l'exercice qu'on gagne, puisque le temps fort de la cotation, c'est le bilan. Est-ce que le compte de résultat me permet d'avoir une rentabilité qui me permet de passer une année? Et puis, est-ce que ma structure financière est suffisamment solide pour assurer 2 années de vache maigre supplémentaires?
Voilà à peu près la question en synthétisant à laquelle on répond. Donc, pourquoi cette évaluation de risque de crédit? Elle a obtenu, bien entendu, ses lettres de noblesse dans le cadre de toutes les négociations autour du système bancaire, de la supervision bancaire. Alors, je vous le cite, certains le connaissent peut-être, d'autres peut-être pas. Vous savez, ces fameux accords de Bâle, Bâle 1, Bâle 2. Donc là, c'est Bâle 2 qui est intervenu. Bâle 3, maintenant, plus récemment, qui fixe un peu des critères aux banques, comment elles doivent prêter par rapport à leurs fonds propres. Et donc, partant de là, il y avait besoin qu'il y ait un maître étalon. Donc, nous, on avait la cotation Banque de France, et donc, on l'a adapté, évidemment, aux exigences, ces fameuses exigences de Bâle 2, et on l'a apporté à la validation. Et donc, nous avons obtenu la labellisation d'organisme externe d'évaluation du crédit, OEEC, ce qui permet aux établissements de crédit de dire voilà, la cote est bonne et donc je peux présenter au refinancement. Et puis, pour le deuxième système, c'est le statut. Alors, cette fois-ci, c'est ICAS. Pardonnez-moi, mais c'est un acronyme anglais. C'est In-House Credit Assessment System. Simplement, ça veut dire que, et on est une des seules banques centrales qui en dispose, ça permet aux banques de calculer, d'utiliser la cotation Banque de France pour calculer leur ratio de fonds propres. Une banque, quand elle prête, il y a un rapport entre ce qu'elle prête et son niveau de fonds propres. Elle ne doit pas aller au-delà d'un certain niveau. Là, ici, ils peuvent utiliser, puisque ce calcul, il est pondéré en fonction du risque de crédit, donc de la cotation. Et donc, voilà, les banques peuvent l'utiliser. Alors, on pourrait se dire, mais il existe déjà des agences de notation, Standard & Poor's, Moody's, pour ne pas les citer. Là, on est dans quelque chose de différent. On est bien sur la mesure du risque de défaillance. Je l'ai dit au départ, c'est notre seule problématique, c'est la mesure du risque de défaillance. Alors, à qui sert cette cotation? Je viens de vous l'expliquer, à la politique monétaire, puisque les banques vont pouvoir mobiliser les crédits qu'elles vous font pour se refinancer. Alors, pour que ça cause bien à tout le monde, se refinancer en ce moment, c'est 0 le taux de refinancement à la Banque centrale. Donc, vous comprenez tout l'intérêt de pouvoir accéder le plus largement possible à cette ressource. Et donc, elles apportent, donc pour le mécanisme est simple, une banque prête 500 000 € à une entreprise, eh bien, elle va pouvoir se retourner, si elle est dans une cotation éligible, la banque va pouvoir dire à la BCE, reprêtez-moi 500 000 pour que je prête à d'autres. C'est ça le principe. Deuxièmement, elle sert, donc vous voyez, quand je vous disais que c'est très opérationnel, là, on est dans le dur, parce que pour le coup, les banques, bien entendu, les conditions qu'elles vont vous faire, selon que vous soyez éligible ou pas éligible, elles ne vont pas être tout à fait les mêmes, puisqu'ils vont avoir des coûts. Le deuxième grand client, je serais tenté de dire, c'est la supervision bancaire. Donc, en France, c'est l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Vous savez, c'est le fameux gendarme des banques. Et donc, la supervision bancaire, quand elle va contrôler un établissement de crédit, c'est jamais une partie de plaisir pour eux. Une des choses qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur portefeuille entreprise, ils appliquent les cotations et ils déterminent assez rapidement un niveau de risque et voient si d'entrée de jeu les provisions, etc., sont conformes à ce niveau de risque. Ensuite, la cotation, à qui elle sert? À vous, chef d'entreprise, dans le cadre de votre relation avec vos banquiers, puisque là, c'est un élément tangible, extérieur à l'entreprise, qui n'a pas été payé. Donc, il n'y a pas une notion de client fournisseur avec la Banque de France. Et donc, ça peut comment dire, positiver et objectiver, en tout cas, le débat avec votre prêteur, avec votre banquier. La cotation, elle représente dans le coût, une fois qu'on a vu à qui elle servait, ça représente un enjeu fort pour nous, pour la stabilité financière. D'un côté, pour les fameux prêteurs, pour les banquiers.
Donc, vous allez le voir après, qui accèdent à la cotation, ce sont les banquiers. Pour les prêteurs, ils ont une information sur la qualité des engagements déjà pris à venir. Un banquier, il veut travailler avec une entreprise qu'il ne connaît pas. On parlait tout à l'heure de B2B. Et ben là, lui, il a une petite chance, c'est qu'il peut aller voir dans Fiben comment est cotée cette entreprise. Dire, bon, voilà, faut que je mette les pieds, ou si j'y mets les pieds, il faut que je fasse attention, etc. Puis après, il aura plein d'éléments, puisque la cotation, elle est argumentée. Ensuite, c'est aussi pour lui un outil d'aide à la décision. Dans le dossier de crédit, il n'y a pas un dossier de crédit fait par une banque où il n'y a pas la cotation Banque de France dedans. Et quand je vous l'ai dit, le PGE, c'était carrément l'argument qui pouvait valider ou pas d'entrée de jeu. Et enfin, pour les banquiers, c'est un instrument d'évaluation de leur risque de contrepartie, puisque globalement, ils peuvent aussi voir comment évolue leur portefeuille dans le temps, etc. Pour le dirigeant maintenant, le dirigeant, il dispose d'un regard extérieur et qui vient d'une institution indépendante. Je le disais, ce n'est pas quelqu'un qu'on a payé. Nous, on attribue la cotation comme ça. On est totalement objectif, c'est nos valeurs, la neutralité, etc. Et on est reconnu au travers des certifications qui nous ont été accordées. Donc, le chef d'entreprise peut avoir à y gagner puisque on va le voir, mais on fait des entretiens. On peut aller rencontrer le chef d'entreprise, il peut nous demander un rendez-vous. Enfin, vraiment, on est très disponible et aller expliquer la cotation. Donc, de deux choses l'une, alors on essaie de se comprendre déjà, voir si on a bien appréhendé, parce que l'IAS fiscal, ça ne résume pas la vie d'une entreprise, loin de là. Donc, voilà, des éléments qui pourraient nous échapper, des éléments simplement comptables, des postes parce que la comptabilité française est quand même complexe, donc on peut faire jouer différentes choses. Donc voilà, on va aller lui expliquer, on va se mettre d'accord, et puis on va lui dire, voilà, on estime que vous êtes un petit peu faible sur tel point, ou à l'inverse, voilà, vos points forts, etc. Donc un regard extérieur. Donc c'est la référence puisqu'il peut s'en prévaloir devant le banquier, banquier et les autres prêteurs, donc assureurs crédit en premier lieu. C'est une aide donc pour identifier les facteurs sur sa situation financière par rapport au risque de crédit. Encore une fois, on va travailler par exemple dans les détails sur la trésorerie. Donc dire au chef d'entreprise, attention, là vous avez des équipes qui sont pas mal, mais en termes de formation de trésorerie, vous êtes dans une situation qui ne pourra pas durer éternellement. Voilà, des choses comme ça. Donc voilà, pour le dirigeant, il y a à y gagner. Et globalement, donc voilà, on résume ça en disant que ça facilite le dialogue entre le prêteur et l'entreprise parce que c'est une référence commune et gratuite. Alors, qui accède à la cotation? C'est important parce que, on le disait tout à l'heure, dans le B2B, si vos fournisseurs peuvent accéder à la cotation sans en avoir la maîtrise, parce que la cotation, c'est quand même complexe. Donc, les banquiers, c'est leur job, ils savent la lire, etc. Dans le B2B, ça pourrait être un peu plus ennuyeux. Donc, qui accède à la cotation? D'abord, le dirigeant. Bien évidemment, puisque chaque cotation fait l'objet systématique d'une cotation au dirigeant. Le dirigeant, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon les représentants légaux. Donc, selon le type de société, ça va être un président, ça va être un directeur général, enfin voilà. Et il peut y accéder d'ailleurs au travers d'un site internet sur lequel il doit, bien entendu, s'identifier. Et là, je ne vous cache pas que c'est très borné, qui s'appelle ifiben.fr. Donc, d'une part, cotation systématique. Un courrier est envoyé. Dès qu'on cote une entreprise, on envoie un courrier. Deuxièmement, tout dirigeant qui en fait la demande peut obtenir les explications. Je vous disais, on accepte bien évidemment des rendez-vous. On se rend sur place s'il y a besoin de voir, etc. Enfin voilà, on est très, très disponible et je crois qu'à la Réunion, on commence à être reconnu pour notre disponibilité. Donc, qui réellement, concrètement, à part le dirigeant, accède à la cotation? Les banques. On n'est pas sur Greftel où on a, enfin Greftel, je date un peu maintenant, mais Infogreffe où tout le monde peut accéder aux informations sur les entreprises. Là, ici, c'est verrouillé, n'y accèdent que les banques au sens législatif du terme.
Ensuite, on a, et donc ça prévalait depuis le début, ça fait à peu près 30 ans qu'on cote les entreprises. Et puis, le monde a évolué, donc il faut savoir s'évoluer. Et donc, en 2010, on a ouvert aux assureurs crédit, mais en contrepartie, ils nous déclarent aussi des choses qu'ils ne nous déclaraient pas avant. Donc, ça nous permet encore de mieux appréhender la situation de l'entreprise, parce qu'on peut voir éventuellement, est-ce que le poste client est couvert ou pas, etc. Donc, c'est assez important. En 2014, un peu plus récemment, l'apparition des fameuses plateformes de crowdfunding qui font du crédit, donc elles y ont accès. En 2016, on s'est quand même aperçu, en tirant toutes les leçons de la crise, de la grande crise financière de 2008 qui a duré assez longtemps, que finalement, dans les financeurs, il y avait des nouveaux acteurs qui étaient les assurances mutuelles, des sociétés de gestion de portefeuille qui s'avéraient être des prêteurs. Donc, on a ouvert. En 2018, là, une ouverture, mais très partielle, aux conseils régionaux pour les aider dans leur action d'aide aux entreprises uniquement. Donc, c'est très limité. Donc, ils ont accès à quelques modules de FIBEL et uniquement dans ce cadre-là. Et enfin, en 2021, aux administrations qui interviennent dans la prévention des difficultés des entreprises. Donc, notamment la DRFIP, des gens comme ça, qui peuvent aider les entreprises dans la détection, au moins de la prévention des entreprises. Là, ici, j'en parlais hier, mais une des grandes ouvertures de la banque là, en ce moment, c'est de vouloir travailler tous les services qui vont tourner autour de l'entreprise, que ce soit l'URSSAF, les impôts, enfin la DRFIP, donc nous, la Banque de France, et puis d'autres encore que j'oublie, mais pour détecter de croiser des données de manière à détecter très en amont des difficultés pour permettre d'être plus proactif sur le soutien aux entreprises. Alors, quels sont les éléments pris en compte pour la cotation ? Je vais donner la parole à Johnny Laterrière. Donc, Johnny Laterrière est le responsable du service entreprise à l'IEDOM. C'est lui qui pilote toutes vos cotations. Donc, pas tout seul, je rassure. Pas tout seul. Quelle pression. Il a une équipe, mais je me rassure plutôt. Voilà. Et puis, on répondra peut-être aux questions globales à la fin de la présentation, si vous le voulez. Alors, effectivement, merci Gilles. Donc, la cotation, effectivement, on cote à l'IEDOM, donc la cotation pour le compte de la Banque de France. Juste peut-être pour commencer, quelques ordres de grandeur, mais qui sont en train d'évoluer. On cote chaque année, en tout cas jusqu'en 2020, on cotait à peu près 2300 entreprises par an. Grosso modo, c'était un chiffre qui était à peu près stable. 2300 entreprises qui étaient représentatives, même si au niveau donc, de l'INSEE, on peut comptabiliser effectivement plusieurs milliers d'entreprises supplémentaires. La population des entreprises cotées par l'IEDOM à La Réunion représentait au niveau des grands indicateurs économiques entre 60 et 70% de la valeur ajoutée, du chiffre d'affaires ou des effectifs. Donc on avait quand même donc, dans notre portefeuille les entreprises les plus représentatives. Alors, la cotation se fonde sur la collecte d'un certain nombre d'éléments d'information. Alors, on a évoqué, bien entendu, donc, la documentation comptable, mais ce n'est pas la seule. Gilles, dans sa présentation, parlait, par exemple, en fait, de l'accès que pouvaient avoir les assureurs crédit à la cotation. En retour, il indiquait on a également des éléments d'information qu'on prend en compte donc, dans l'appréciation donc, du risque, notamment au travers de l'appréciation de la liquidité, sur le fait que le poste client soit garanti ou, à contrario, le fait qu'il y ait eu des sinistres, des impayés sur, malheureusement, donc, des factures. C'est également des éléments d'information qui peuvent être pris en compte. Tout ça pour le dire, il n'y a pas que des éléments comptables. On verra également, donc, après ça, il y a également donc, un certain nombre d'éléments qui sont portés à la connaissance de la Banque de France de façon tout à fait réglementaire, qui font l'objet donc, des obligations déclaratives, notamment donc, des établissements de crédit, qui sont des éléments qui participent à l'appréciation donc, du risque et à l'attribution de la cotation. Alors, c'est vrai que le document principal, donc, ce sont les comptes des entreprises, avec donc un critère donc, de
de cotation qui est, on cote les entreprises au vu donc, de leurs documents comptables à partir du moment où elles réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 750 000 euros. Donc, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est en deçà ne font pas en tant que telles l'objet d'une cotation sur la base des comptes. En revanche, ça ne veut pas dire que ces entreprises ne sont pas cotées. Elles peuvent être cotées. On verra, comme je vous l'indiquais, on prend en compte d'autres éléments d'information. Alors malheureusement, dans ces cas, elles sont souvent cotées parce qu'il y a eu des déclarations, par exemple, d'incidents de paiement de la part donc, des établissements de crédit, ou tout simplement, il y a des procédures collectives qui ont été, qui ont été prononcées par les tribunaux, soit par la voie amiable ou de façon judiciaire. Ce sont également des éléments d'information qui sont pris en compte. Donc, les toutes petites, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas, les entreprises donc, de moins de 750 000 euros ne sont pas cotées au vu de leur compte, mais au vu donc, d'éléments d'information autres que les bilans comptables. Donc, toutes celles qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros, on s'efforce donc de collecter donc, chaque année donc, les comptes. Alors, la nouveauté cette année, et pour vous donner une information, donc si vous ne l'avez pas, ça rejoint un petit peu ce qui a été évoqué en introduction. Jusqu'à l'année dernière, nous menions chaque année en fait une campagne de collecte au travers donc de courriers, de mails ou d'appels téléphoniques auprès donc soit des experts comptables, lorsque les comptes étaient tenus par des experts comptables, mais dans la mesure où ces derniers avaient obtenu l'agrément donc de leurs clients, soit directement auprès des entreprises pour collecter donc chaque année les comptes. Donc ce qui nous faisait nos 2300 entreprises de fonds de commerce, si je puis dire. Depuis le début de l'année 2021, les choses ont un peu évolué. La DRFIP, effectivement, les finances publiques ont accès maintenant à la cotation. A contrario, nous avons accès à l'ensemble donc, des comptes qui sont déposés aux finances publiques. C'est également une de nos voies de collecte. Donc, vous n'allez plus être assailli, relancé par nos demandes. Donc, chaque année donc, de collecte, encore que ça, dans certains cas, on va devoir les maintenir, parce que toutes les entreprises, je prends notamment des associations qui ne déposent pas forcément leurs comptes. On va continuer effectivement à leur envoyer donc, des demandes. Mais à partir donc, de 2021, nous collectons donc, les comptes directement auprès donc, de la DRFIP. Donc, ce qui va nous permettre donc, d'avoir, si je puis dire, probablement l'exhaustivité donc, des entreprises, notamment les entreprises qui, pour l'instant, n'avaient pas émis le souhait de nous remettre leurs comptes. Alors, de ce fait, toutes les entreprises font l'objet d'une cotation, qu'elles le veuillent ou non. La cotation, c'est un élément d'information. Donc, c'est donné, c'est communiqué de façon informative. À partir du moment où nous collectons les comptes, et ça fera l'objet d'une information que la DGFIP devra faire, notamment en direction des entreprises qui déposent leurs comptes, pour leur signifier que ces comptes seront transmis à la Banque de France et que la Banque de France donc, utilisera ces comptes donc, dans le cadre donc, de la cotation des entreprises. Donc voilà. Donc, à ce niveau-là, juste une précision qui a toute son importance, que ça a été évoqué tout à l'heure dans les questions préalables, mais nous conservons à l'IEDOM la faculté de rendre les comptes non diffusibles. C'est-à-dire qu'on aura les comptes qui seront alimentés automatiquement par la DRFIP, mais si le chef d'entreprise ne souhaite pas que ces comptes soient diffusés à l'extérieur, banques et autres, tous les gens à qui on a dit tout à l'heure, ils nous le signaleront comme ils le font actuellement déjà en disant uniquement pour l'activité de cotation Banque de France, et auquel cas les documents sont transparents, sachant que pour demander la non-diffusion des comptes, il faut être logique et cohérent. Ça veut dire qu'on ne dépose pas au greffe du… Voilà. Donc, voilà mais il y a cette possibilité donc, chez nous de non-diffusion des comptes. Voilà. Tout à fait. Merci Gilles. Effectivement, sous réserve que l'entreprise n'ait pas déposé ses comptes au greffe, sachant que pour un grand nombre, elles en ont l'obligation. Malheureusement, on l'a évoqué tout à l'heure avec éventuellement les risques que ça peut supporter. Donc, effectivement, les entreprises peuvent nous demander de ne pas diffuser donc, les comptes. Ce qu'on fait dans ce cas-là, on consulte Infogreffe, tout simplement pour s'assurer dans un premier temps que les comptes n'ont pas été déposés. À partir du moment où les comptes sont déposés, ils sont publics.
Donc, si les comptes sont publics, pour nous, il n'y a pas de raison donc, de ne pas les diffuser. Et si effectivement les comptes ne sont pas déposés au greffe ou ont été déposés, comme a évoqué M. Fauchard tout à l'heure, avec ce qu'on appelle un certificat de confidentialité, là, on a effectivement la faculté donc, de bloquer la diffusion des comptes. Donc, en tout cas, merci pour cette précision. Comme la question avait été posée au départ. Alors, les éléments d'information, donc de façon plus large que les comptes, donc qui sont pris en compte pour la cotation, bien entendu, ce sont des éléments donc d'identité sur l'entreprise. Nous collectons donc les informations sur la catégorie juridique, le siège social, etc. En fait, un certain nombre d'éléments qui nous proviennent de l'INSEE, à partir du fichier Sirène que tient l'INSEE. Donc, ce fichier alimente le fichier FIBAN, qui est le fichier donc, qui centralise tous les éléments d'information que la Banque de France gère sur les entreprises. La cotation, mais également d'autres éléments tels que les incidents, par exemple. On collecte également, donc je l'avais évoqué tout à l'heure, donc des éléments auprès donc, des établissements de crédit, notamment les encours de crédit. Lorsqu'une entreprise, donc, vous avez contracté donc, des financements, des concours bancaires auprès donc, de partenaires financiers, de façon réglementaire, les banques, les établissements de crédit ont l'obligation de déclarer donc, à la Banque de France mensuellement les encours de crédit qu'elles portent sur les entreprises, avec une classification par type de crédit. Donc, pour simplifier, on aura les crédits court terme, donc avec une déclinaison s'il s'agit de l'escompte, de la facturage, du découvert, ce genre de choses. Et de l'autre côté, des crédits donc, à terme, des crédits d'équipement, et puis également le crédit bail, qu'il s'agisse du crédit bail mobilier ou immobilier. Donc, ça fait partie également des éléments d'information que nous collectons. Alors, c'est très important parce que ça nous permet d'une part, si je puis dire, donc de recouper l'information à une date d'arrêté. L'entreprise arrête ses comptes au 31 décembre. Nous, on a une vue du point de vue donc, de ce que les banques ont déclaré. Donc, ça nous permet de recouper les éléments d'information, alors sans mettre en compte, bien entendu, la sincérité des comptes qui nous sont transmis. Mais là où c'est important, c'est ce qui se passe après la clôture des comptes. Et ça, on l'a bien vu donc, l'année dernière, au moment donc, de la crise sanitaire. On était sur les comptes au 31 décembre 2019. La crise arrive, on a besoin donc d'appréhender comment évoluent donc les crédits bancaires donc des entreprises. Donc cette source d'information est très utile donc pour nous. On est en train de coter actuellement les comptes au 31 décembre. Entre le 31 décembre et aujourd'hui le 16 juin, il s'est passé un certain nombre de choses, donc il faut qu'on puisse les intégrer. Donc ça, c'est également un élément que nous collectons. Et également, malheureusement, les incidents de paiement, principalement au titre de la cotation, ça concerne les incidents de paiement sur effet, les effets de commerce, les traites, comme on dit. Là également, les banques ont l'obligation déclarative, dès qu'il y a un incident sur un effet, quel qu'il soit, quel que soit le montant de l'effet, la banque a l'obligation donc de le déclarer. Cette information tombe donc dans les fichiers de la Banque de France et c'est une information qui est prise en compte donc dans le cadre de la cotation. Quotidiennement. Voilà, tout à fait. Alors, ça, c'est un élément également important. La cotation, elle est faite au fil de l'eau en fonction de tous les éléments d'information qui nous arrivent au jour le jour. On reçoit les comptes d'une entreprise, ces comptes vont faire l'objet d'une analyse et donner lieu donc derrière à une cotation. On a une information malheureusement sur des incidents de paiement qui ont été déclarés hier sur une entreprise, ça va déclencher dans notre système d'information une alerte nous obligeant à ressortir ce dossier, à l'analyser et à la traduire dans la cotation si besoin est. Donc, et y compris également d'autres types d'informations qui peuvent être déclarées donc, au niveau donc, des greffes des tribunaux. Je pense notamment aux procédures collectives qui peuvent être ouvertes à l'encontre des entreprises. C'est également un élément d'information qui est pris en compte. Les pertes de moitié de capitaux aussi, qui sont publiées, par exemple, puisque vous devez publier. C'est pareil, c'est une information qui est prise en compte au fil de l'eau. Oui, alors effectivement, j'ai omis de le dire. Donc, je parlais de l'INSEE, on récolte des informations auprès de l'INSEE, mais nous récupérons également toutes les informations auprès d'Infogreffe. Tous les événements qui interviennent donc, dans la vie de l'entreprise, qui donnent lieu à une mise à jour de cette information au niveau de son CABIS, se répercutent dans notre système d'information. Changement de dirigeant, changement de siège social, changement d'objet de l'entreprise, augmentation de capital, voilà. Tous ces éléments d'information donc, sont traités au quotidien.
et mettre à jour en fait le fichier FIBAN. Hein. Donc, encore une fois, Gilles l'a indiqué tout à l'heure, ce sont des éléments d'information auxquels, bien entendu, vous avez accès. Hein. Vous pouvez tout à fait donc, y avoir accès et intervenir sur cet élément, notamment au travers donc, de l'outil IFIBAN. Alors, on pourra en reparler ensuite si vous le souhaitez. Alors, indépendamment donc, des éléments qu'on peut collecter, tels que les comptes et des éléments donc, auprès donc, des greffes, par exemple, ou des établissements de crédit, s'agissant donc, des encours de crédit ou des incidents, depuis quelques années, nous menons donc des démarches assez proactives en direction donc des dirigeants pour collecter, en plus des comptes, un certain nombre d'éléments qu'on qualifie, nous, d'éléments qualitatifs, de données qualitatives, nous permettant, si je puis dire, de mieux appréhender la situation donc, des entreprises. Alors, comme on a tendance à le dire dans mon service, on ne code pas des comptes, on code une entreprise. Donc, c'est bien effectivement d'avoir les comptes de l'entreprise, mais c'est encore mieux donc d'avoir l'éclairage qui peut être apporté par le dirigeant sur un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé et de pouvoir mieux lire les données comptables d'une entreprise. Donc, ce sont des éléments qui vont porter sur tout l'environnement de l'entreprise au sens large, hein, son marché, ses produits, sa clientèle, ses concurrents, son positionnement, sa stratégie, ses perspectives d'activité, la solidité de l'actionnariat, sa capacité à mobiliser donc de la ressource, des fonds, soit au travers donc de financements extérieurs, de partenaires financiers ou autres, ou éventuellement en interne, hein, avec des actifs non stratégiques que l'entreprise pourrait, le cas échéant, être amenée à céder pour faire face à une situation en croissance de l'activité ou malheureusement, un coup dur, il faut se séparer donc de quelques actifs, donc l'entreprise peut le faire. Ça, ce sont également des éléments d'information qui nous sont très utiles, bien entendu, pour pouvoir apprécier donc, la situation et porter ensuite notre appréciation au travers de la cotation. Et bien entendu, un élément qui pour nous est important, c'est la transparence dans la communication. Donc, un dirigeant qui joue le jeu, bon, ça nous donne une certaine confiance, si je puis dire. Hein. Encore une fois, lorsqu'on est derrière donc une liasse fiscale des comptes, c'est une chose, mais l'appréhender au travers de ce qu'un dirigeant est capable donc, de nous dire, c'est encore mieux. Hein. Donc, ça, c'est vraiment un élément d'information. Donc, je vais plaider un petit peu pour ma chapelle. Donc, je vous invite autant que possible à répondre à nos sollicitations. Alors, c'est vrai que bon, je sais que votre temps est précieux, donc depuis l'année dernière, on a généralisé donc, des questionnaires donc, de cotation. Donc, on a essayé de les faire. Alors, quand je dis nous, c'est la Banque de France au sens large. Ce dont on est en train d'évoquer là, c'est un dispositif national. Hein, ce n'est pas spécifique au territoire de La Réunion, bien entendu. Donc, la Banque de France cote 300 000 entreprises. Donc, il y a eu l'année dernière et cette année 300 000 donc, questionnaires qui ont été envoyés, donc bon, un peu moins, parce que bon, après, il y a les groupes, donc les 300 000, il y a les groupes et leurs filiales qui font l'objet là aussi d'un traitement un petit peu spécifique. Donc, on a envoyé donc, des questionnaires, donc, notamment pour appréhender l'année dernière les aspects liés à la crise, hein, le PGE, les impacts sur le chiffre d'affaires, sur le résultat concernant donc, la période donc, de confinement, les fermetures, etc. Donc, cette année, c'est pareil, mais c'est une démarche qu'on va être amené donc, à généraliser. Donc là, de façon tout azimut, on envoie donc des questionnaires et en parallèle, on mène en bilatéral auprès donc, des entreprises, soit notre demande, soit la demande des dirigeants, comme Gilles l'a indiqué, ce qu'on appelle nous des entretiens de cotation. Donc, on reçoit, ou on se déplace, on va chez l'entreprise pour voilà, évoquer un certain nombre de choses, à la fois des éléments d'ordre financier et comptable, mais également des éléments sur l'entreprise, dans son environnement, dans sa perspective, dans ses projets. Donc, voilà un petit peu le cadre général. Alors, concernant le processus de cotation en lui-même, donc là, on va rentrer un petit peu au cœur des aspects donc, financiers, concernant notamment le traitement des documents comptables. Alors, l'analyse donc financière, elle est articulée autour de quatre axes, en fait. Hein. Il y a 4 domaines qu'on va regarder, qui sont classiques. Hein. C'est ce qu'on fait, on n'a pas inventé l'eau chaude, si je puis dire. Donc, quand on échange régulièrement avec vos DAF, on se comprend pleinement. Hein. On calcule exactement les mêmes indicateurs. Il n'y a vraiment aucune divergence. Bon, après, effectivement, il peut y avoir quelques petites choses, mais qui restent vraiment à la marge. Alors,
L'un des éléments donc, qu'on va regarder dans un premier temps, je pense que c'est ce que vous faites. En gros, quel a été mon exercice, mon chiffre d'affaires, mon niveau de rentabilité? C'est ce qu'on appelle l'activité et la capacité bénéficiaire. Donc, on va analyser votre compte de résultat, comment a évolué l'activité au titre de l'exercice et comment ont évolué les indicateurs donc, de performance. Alors, il y a bien entendu le résultat net, mais vous savez qu'on va, les comptables, les DAF, les experts comptables et nous-mêmes, on va nous calculer un certain nombre d'indicateurs intermédiaires tels que l'excédent brut d'exploitation, pour arriver jusqu'à la capacité donc d'autofinancement de l'entreprise en passant bien entendu par le résultat net, le résultat courant avant impôt ou encore la valeur ajoutée. Donc ça, c'est des choses assez classiques. On va également ensuite, une fois qu'on aura apprécié ça, on va regarder ce qu'on appelle en fait l'autonomie financière de l'entreprise. Alors principalement l'autonomie financière, on va regarder deux choses pour être simple. La capacité de remboursement, c'est-à-dire les revenus de l'entreprise, autrement dit en fait la capacité d'autofinancement rapportée à l'endettement de l'entreprise. On va regarder en combien d'années de revenus une entreprise est capable donc de rembourser l'endettement qui figure au bilan. Voilà. Après, il y a quelques seuils normatifs qui sont retenus pour pouvoir après flécher, si je puis dire, une cotation liée à cet indicateur. On va regarder également donc l'indépendance de l'entreprise en considérant le poids de ses frais financiers. En gros, que représentent en fait les frais financiers que vous versez à votre banquier sur le BE, en fait, les revenus donc économiques que l'entreprise dégage. Là également, on a quelques seuils normatifs qui sont retenus, qui nous permettent donc après de pouvoir apprécier si on estime que l'entreprise est trop fortement dépendante de ses banques ou pas. Voilà. L'autonomie financière, en résumé, c'est ces deux éléments d'information que nous allons retenir. Ensuite, la solvabilité. Donc, la solvabilité va s'appréhender donc, au regard donc, du bilan de l'entreprise et plus précisément donc, dans son bilan, le niveau des fonds propres de l'entreprise. Gilles l'a évoqué tout à l'heure quand il parlait donc, des banques, notamment l'exigence que les banques ont en matière de fonds propres lorsqu'elles octroient donc, des crédits. Donc c'est un peu pareil s'agissant donc des entreprises. Donc on va apprécier le niveau des fonds propres des entreprises, les fonds propres au sens strict du terme, mais également les comptes courants d'associés le cas échéant. Donc on va également les assimiler, notamment si ce sont des comptes courants d'associés qui sont pérennes, bloqués, voire bloqués fiscalement. Donc ce sont des éléments qui vont nous permettre éventuellement donc de conforter les fonds propres stricto sensu. Vous savez, il y a souvent j'allais dire un cliché donc sur les entreprises rayonnaises, on souffre un peu donc d'insuffisance de fonds propres. Nous, les fonds propres, on les assimile en tant que tels au sens strict, mais également en prenant en compte les comptes courants d'associés, si ces comptes courants d'associés sont stables. Donc, on va donc regarder la solvabilité, on va regarder le niveau de l'endettement, donc le taux d'endettement. On va regarder un certain nombre d'indicateurs assez classiques, tels que le fonds de roulement, en gros le niveau de vos ressources stables qui vont vous permettre de couvrir vos investissements, sachant que dans l'orthodoxie financière, l'orthodoxie voudrait que vos ressources stables soient quand même un peu supérieures à vos investissements, le delta devant vous permettre de financer votre bas de bilan, vos stocks, vos créances clients, donc ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, on va donc regarder également le poids de votre besoin en fonds de roulement, de quoi il est constitué, ce que représentent vos crédits clients, comment il est financé, donc, affacturage, crédit interentreprise, la qualité donc, des créances clients, d'où l'importance pour nous d'avoir des échanges avec les dirigeants. Ça, c'est important. À défaut, on va regarder le taux de provisionnement, on prend ce qu'il y a dans les comptes pour essayer de mesurer. Et puis, de l'autre côté, également vos fournisseurs, les délais de règlement donc clients, les délais de paiement aux fournisseurs, ce sont des choses également qu'on va apprécier. Et pour terminer ensuite sur le quatrième axe, mais qui rejoint fonds de roulement et besoin en fonds de roulement, qui est la liquidité de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc on a aujourd'hui une démarche qui vise à se renforcer chaque année sur l'appréciation de la liquidité de l'entreprise, notamment au travers des entretiens. On a besoin donc
de prendre en compte la trésorerie à l'instant T, la capacité de l'entreprise à mobiliser donc des ressources, des financements, encore une fois, internes ou externes. Donc la liquidité, c'est vraiment un élément très, très important donc, aujourd'hui, puisque quand on regarde les défaillances, la première cause de défaillance, c'est le défaut de paiement. Hein. C'est le risque de liquidité. D'ailleurs, le critère que regarde le juge, c'est l'incapacité donc, de l'entreprise à faire face à ses dettes exigibles. Alors, donc, autour de ces quatre axes, on va faire également une analyse dans le temps. Hein. On va regarder de façon dynamique, donc au moins sur les 3 dernières années, sur les 3 derniers exercices, comment évolue l'institution de l'entreprise. Et ce qu'on fait aussi, puisque donc on classe l'entreprise à une activité en tant que telle, on a également donc nous des ratios sectoriels donc, qui nous permettent donc de jauger, si je puis dire, les indicateurs, les résultats, les performances d'une entreprise par rapport à son secteur d'activité. Donc, c'est également des éléments qui vont nous aider pour pouvoir ensuite donc, attribuer donc, la cotation. Alors, le processus de cotation ensuite, donc la cotation effectivement, donc c'est une cotation, Gilles l'a indiqué tout à l'heure, donc c'est une cotation, nous, dans notre jargon en tout cas, on a tendance à dire que c'est une cotation à dire d'expert. Il n'y a pas de cotation automatique. Il n'y a pas de cotation automatique. On a quelque chose qui s'appelle la segmentation, mais qui n'est pas la cotation, donc qui est tout à fait autre chose. Donc, c'est une cotation à dire d'expert, c'est-à-dire que toutes les cotations qui vont être attribuées donc, sur une entreprise aura fait l'objet d'un regard donc, d'un analyste, a fortiori lorsqu'il y a donc, des comptes qui sont analysés. Donc, bien entendu, on a des outils d'analyse, donc le calcul, le traitement des liasses fiscales, le calcul d'un certain nombre de ratios. Bon, ça fait 20 ans qu'on ne les fait plus de façon manuelle, donc on a heureusement des outils qui nous aident à calculer donc, tous ces éléments. Mais l'analyse ensuite, qui nous aide également, si je puis dire, en fait, à resserrer un peu donc, les taux, donc, pour nous orienter un petit peu, notamment par rapport à des seuils normatifs ou par rapport aux ratios sectoriels que j'évoquais. Mais l'analyse se fera, à dire d'expert, par un analyste financier qui va prendre en compte les indicateurs, mais également tous les éléments d'information qu'il aura pu recueillir par ailleurs, notamment les échanges qu'il aura pu avoir avec le dirigeant, le DAF ou accessoirement l'expert comptable. On peut avoir également, donc on a certains dirigeants qui nous orientent directement auprès de leur expert comptable, alors qui râlent un peu des fois, parce qu'ils sont submergés de boulot, en disant « j'ai pas le temps pour ça », mais bon, qui au final, bien entendu, finit par nous donner les éléments d'information et ça participe, bien entendu, à avoir une cotation qui soit la plus fidèle possible par rapport à la qualification du risque qu'on cherche à appréhender. Voilà. Donc, alors, on a mis un petit truc sur le score. Bon, la Banque de France, il y a également effectivement donc, un outil qui s'appelle le score. Là, c'est effectivement un outil, j'ose pas dire d'intelligence artificielle, mais voilà, qui mouline un certain nombre d'éléments qui vont nous donner en termes de probabilité de risque sur une échelle où situer l'entreprise. Donc, c'est un élément d'information qu'on a, mais cet élément ne fait pas la cotation. Encore une fois, la cotation se fonde de façon la plus large sur des éléments objectifs, des comptes, des éléments d'information que nous collectons soit au niveau donc, des greffes, soit au niveau des établissements bancaires, et bien entendu des éléments d'information qui sont portés à notre connaissance par les dirigeants d'entreprise. Alors, la cotation, alors vous la connaissez, donc la cotation, dans sa traduction, dans sa matérialité, en fait, elle s'articule en fait autour de deux éléments. La première, donc c'est ce qu'on appelle la cote d'activité, qui est traduite par une lettre. Vous l'avez donc sur la gauche, vous avez l'échelle donc de cette cote d'activité et la deuxième. Quand on reçoit le courrier, on va chercher en réponse sur Internet. Oui, alors c'est vrai que par le passé, on joignit avec notre cotation une petite plaquette, mais bon, voilà, RSE oblige, etc. Donc, on a des outils, on a des sites. Donc, effectivement, à partir du lien où il y a même la possibilité de scanner
c'est vrai. le code, Le QR code. le QR code J'ai pas donc, pensé. qui vous renvoie donc sur le site de la Banque de France avec tous les éléments d'explication. Hein. Donc, c'est quand même donc, de suivre un petit peu les évolutions. Donc, la cote d'activité, la cote de crédit. Donc, la cote d'activité donc, qui est liée au niveau du chiffre d'affaires de l'entreprise, elle est purement informative. Hein, donc, elle ne donne pas en soi donc, d'appréciation sur ce que vaut l'entreprise. Hein. On va attribuer en fonction donc, des niveaux de chiffre d'affaires, on va situer les entreprises, qui réalisent donc des chiffres d'affaires très importants vont se retrouver avec les cotes A, B, C par exemple. Donc, ça permet après, si vous voulez, peut-être de classifier les très grandes entreprises, les PME, les PMI et les petites entreprises, mais c'est purement indicatif. Le deuxième élément qui est la cote de crédit, qui elle, effectivement, on va dire, c'est la cotation. Elle traduit la qualité du risque, hein, la qualité de la signature donc de la contrepartie. Donc c'est elle, au travers donc par rapport à l'échelle qui est donnée ici, qui va pouvoir classer en termes d'appréciation du risque le niveau donc de risque que porte la Banque de France sur l'entreprise. Donc c'est une échelle en fait sur 12 positions. Alors je dis 12 parce que si vous comptez en fait il y en a 13, mais la toute dernière c'est 0. Alors la toute dernière, si on lit à l'horizontale, vous avez donc au niveau de la cote d'activité la cote X et au niveau de la cote de crédit la cote 0. Alors la cote X, ce sont les entreprises pour lesquelles nous n'avons aucune information et qui se voient attribuer par défaut une cote X. Voilà. Le 0, c'est pareil, c'est la cote de crédit. À partir du moment où la Banque de France n'a recueilli aucune information péjorative, et quelle qu'elle soit, hein, donc ça peut être des éléments financiers, mais également des éléments en termes d'incidents, l'entreprise se voit attribuer une cote 0. D'accord ? Donc, ce n'est pas une cotation à proprement parler, je ne sais pas ce que je dis, mais il faut quand même l'interpréter comme quelque chose de positif. Une entreprise qui est cotée X0, ça veut quand même dire que la Banque de France ne détient pas d'éléments négatifs chez cette entreprise. Okay ? Trop petite pour être cotée, mais en même temps, pas d'informations. Voilà, pas d'informations. Voilà. Donc, et ensuite, les entreprises qui sont cotées au vu donc, des éléments que nous collectons, donc, qui va donc, de la cote 3++, qui est la cote la plus élevée. Donc, la cote dite d'excellence, en fait, en fonction du qualificatif que vous avez sous les yeux, jusqu'à la cote P. Alors, les cotes, alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, les cotes 2, 3, 4, 5, 6, si je m'en tiens pour essayer donc d'être un peu simple. Donc, les cotes 3, 4, 5, 6, ce sont des cotes qui sont fondées sur des éléments comptables. Les cotes 7, 8 et 9, ce sont des cotes sur lesquelles priment malheureusement les incidents de paiement. Il peut y avoir des documents comptables, mais on a considéré que les incidents de paiement étaient d'une importance telle que ça traduit quand même des problèmes en termes de capacité de paiement. Mais ça peut être également le fait d'entreprises pour lesquelles nous n'avons pas les comptes, mais il y a eu des incidents de paiement. Donc 3, 4, 5, 6, analyse au vu des documents comptables, il n'y a pas d'autres éléments négatifs. 7, 8, 9, là ce sont des incidents de paiement qui vont primer sur les autres éléments d'information que nous pouvons analyser. Et enfin, la cote P, alors là, c'est plus un chiffre, c'est une lettre, hein, puisque si vous regardez le libellé qui est associé, c'est procédure collective. Donc, les procédures collectives, chez nous, ce sont les entreprises pour lesquelles il y a un jugement d'ouverture d'un redressement judiciaire qui a été prononcé. Donc, ces entreprises reçoivent de facto une cote de crédit P. Hein, donc, procédure redressement, voire liquidation judiciaire. Lorsque l'entreprise passe en plan de continuation, ce n'est plus P. On revient à des niveaux de cotation donc, qui sont des cotes, éventuellement des cotes 7, 8 ou 9, hein, s'il y a des incidents de paiement, voire des cotes qui tiennent compte de la situation financière au vu d'un bilan. Alors, au niveau donc, de la cotation des entreprises, on va revenir avant, s'il vous plaît. Alors, Gilles vous a exposé tout à l'heure en fait l'utilité de la cotation d'un point de vue opérationnel, donc dans le cadre de la politique monétaire, à savoir que les établissements de crédit effectivement prêtent de l'argent aux entreprises, mais elles vont chercher donc de l'argent donc auprès notamment soit des marchés interbancaires ou éventuellement donc de la Banque centrale
Gilles vous a indiqué effectivement que l'un des éléments, c'était la cotation. La cotation permettait aux banques d'apporter en garantie les créances dans leur portefeuille, les créances les mieux cotées qu'elles détiennent pour pouvoir obtenir en fait la ressource au niveau de la Banque centrale, donc se refinancer. Donc les entreprises dites éligibles, donc que les banques peuvent apporter en garantie pour aller donc demander de la liquidité à la Banque centrale, ce sont les entreprises qui sont cotées de 3 à 4. Donc 3++, 3+, 3, 4+, et 4. Donc on a donc ici une ligne de démarcation entre les entreprises donc dites éligibles, donc les mieux cotées, et les entreprises non éligibles, effectivement, qui présentent quelques risques, soit des risques, on va dire, encore qui peuvent être redressés, si je puis dire, qui ne sont pas irrémédiables, ou malheureusement des entreprises, plus on se rapproche de la cote 9, malheureusement la cote P, là on est vraiment dans des situations d'entreprise dont la situation est, je ne vais pas dire irrémédiablement compromise, mais qui... voilà, le malade est malade, docteur. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, voilà. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Le bornage, c'est-à-dire qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la cotation sur créances privées est une spécificité française. Quelques pays font l'Allemagne, l'Espagne, font un peu de cotation, mais c'est sur, on peut dire quasiment, on peut les compter sur les doigts de la main, hein, c'est sur des grands groupes, etc. Donc on est les seuls à faire ça à côté des entreprises 750 000 euros. Hein, une pharmacie, elle fait 750 000 euros, donc on descend vraiment assez bas. Et donc quand la BCE s'est mise en place, elle a dit, bon, vous les Français, vous êtes bien gentils avec votre système, mais nous, on veut que ça marche, que vous nous dites. Et donc, ils nous ont imposé des limites à ne pas dépasser. Et donc, en clair, pour les codes 3, on ne doit pas avoir de taux de défaillance à 1 an supérieur à 0,10%. Donc, vous voyez, on a fait 0,01. Donc déjà, on ne peut pas se tromper beaucoup, mais on ne s'est pas trompé beaucoup. Après, pour les codes 4+, qui sont venus après dans le périmètre de l'éligibilité, là, par définition, on a 0,40%. On a le droit d'aller jusqu'à 0,40%. Finalement, on voit qu'on est largement en dessous. Et pour les codes 4, qui sont les dernières cotes à avoir été admis à l'éligibilité dans le cadre de la crise, hein, il fallait mobiliser, je vous garantis que le moins de crédits était mobilisé au moment de la crise financière de 2009. Hein. Les banques ne se prêtaient plus entre elles, donc ils venaient tous vers la Banque centrale. Donc, ils mobilisaient tout ce qu'ils avaient comme papier. Et on a ouvert au code 4, puisque le taux de défaillance réellement constaté est finalement très faible, hein, à peine 0,30, hein, 0,29 pour être précis. Et donc là, on a le droit de se tromper à 1% d'écart. Donc ça, ce sont les bornes qu'on ne doit pas dépasser. Puis deuxièmement, vous l'aurez peut-être remarqué, mais notre système de cotation, il a été validé, mais il doit respecter tout un tas de critères, et notamment, il y en a un, c'est que les taux de défaillance réellement constatés doivent être progressifs par rapport à la cote. Donc, comme vous le verrez, chaque cote a un taux de défaillance réellement constaté qui est supérieur au précédent. Hein, s'il fallait qu'on ait plus de défaillance sur les cotes 5 plus que sur les cotes 5, il y aurait un problème. Ça veut dire que notre système de cotation ne serait pas adapté. Donc là, vous voyez, ça respecte tout. Ouais, il y a effectivement une corrélation très forte entre effectivement le niveau de risque tel qu'on l'a qualifié dans notre cotation par rapport malheureusement aux défaillances, aux défauts qui sont survenus. Donc, plus le risque est important au niveau de la cotation, et malheureusement, plus le défaut, effectivement, est également important. Donc, voilà, donc slide suivant. Donc, je vous disais, dans l'ensemble national, alors quelques évolutions en 2021, oui, bien entendu. Donc, 2021, on n'est pas prêt d'oublier. Alors, il a fallu qu'on s'adapte. Hein. Alors, je parlais tout à l'heure donc des questionnaires qu'on a envoyés donc tout azimut donc en direction des entreprises pour collecter des éléments d'information. Il a fallu qu'on tienne compte donc des dispositifs donc de soutien qui ont pu être mis en place par les pouvoirs publics pour les intégrer à la cotation.
Donc, prise en compte du PGE, appréhender et ne pas, en tout cas, les situations de baisse d'activité ou de rentabilité. Donc, il s'agissait pour nous, et c'est là l'idée d'avoir donc des entretiens, il s'agissait pour nous donc de deux choses. Donc, on s'attendait donc notamment sur les comptes 2020 à ce qu'un certain nombre d'entreprises, et principalement sur certains secteurs d'activité, qu'on puisse observer des baisses d'activité et malheureusement donc une dégradation de la rentabilité. Première chose, c'est quelle était la capacité un peu de résilience donc, des entreprises. En gros, on a un compte d'exploitation qui n'est pas très bon, mais est-ce que structurellement, on avait les reins suffisamment solides pour, en termes de fonds propres notamment, pour pouvoir donc absorber, si je puis dire, donc, cet à-coup. Et le deuxième élément, quelle va être la capacité de rebond donc, de l'entreprise, hein, comment le dirigeant donc, perçoit son marché et ses perspectives d'activité, et également sa capacité éventuellement à mobiliser donc, de la liquidité. Donc, sa flexibilité financière, encore une fois, donc, il y a eu le PGE, mais est-ce que l'entreprise peut avoir le soutien donc, de ses partenaires financiers ou, le cas échéant, réaliser donc, des actifs si besoin pour pouvoir faire en sorte que l'entreprise ne se retrouve pas donc, face à une situation de risque de liquidité. Alors, j'en ai parlé donc, pour donc, quelques recommandations. Donc, répondre au questionnaire. Hein, donc, effectivement, c'est un questionnaire qui est en ligne. Donc, il n'est pas très long, mais il est important pour nous. On a besoin donc, de mesurer un petit peu donc, des éléments sur vos perspectives en termes de prévision de chiffre d'affaires, d'activité, sur la trésorerie, sur le recours ou non donc, à l'endettement. On a besoin également de pouvoir qualifier le PGE. Donc, bon, là, il y a eu donc, récemment donc, le choix que devaient prendre les dirigeants donc, un an après, à date d'anniversaire. Donc, est-ce que je rembourse ou est-ce que je prends un an de différé de plus ou est-ce que je décide donc, de l'étaler sur 3 ou 4 ans. Donc, ça, on avait besoin également donc, d'avoir des éléments d'information pour pouvoir le traiter donc, au travers de nos indicateurs financiers. Bon, après, pour les groupes, on a d'autres éléments, respect donc, des covenants bancaires, le soutien donc, des têtes de groupe ou des groupes en direction de leurs filiales. Donc, c'est également des éléments d'information importants. Et puis, un petit point sur la RSE. La RSE, donc responsabilité donc, sociétale, environnementale, c'est également des éléments d'information depuis quelques années là, que la Banque de France cherche également à intégrer à son modèle. Donc, ce n'est pas simple, mais nous essayons d'interroger chaque année quelques entreprises sur ces aspects et d'essayer de voir quelle est la corrélation entre une entreprise qui serait vertueuse en matière de RSE et ses performances économiques et financières. Donc là également, ce sont des éléments que de plus en plus on essaie donc d'intégrer donc dans la cotation. Ce slide, je me permets d'intervenir, il est extrêmement important parce qu'il répond à une des problématiques qui a été fort justement soulevée par notamment le MEDEF et d'autres organisations professionnelles, qui consistait à dire oh là là, mais 2020, les bilans, ça va être la catastrophe, il faut revoir la cotation. Et donc là, on se trouvait face à deux solutions. Soit on casse le thermomètre. Et si on casse le thermomètre, ça ne sert plus à rien de prendre la température puisque ça ne veut plus rien dire, puisqu'on ne peut plus rien comparer. Donc, c'est tout de suite une option qu'on a rejetée. En revanche, c'est tout ce qu'on vient de vous dire qui a été mis en place. Et c'est-à-dire que ce qu'on souhaite, c'est de mener notre analyse, alors c'est du terme technique, à travers le cycle, et pour éviter justement la cotation procyclique où là, on va faire des yo-yo en permanence. D'où l'idée de bien voir la résilience de l'entreprise, sa trajectoire. Une entreprise, elle allait bien avant, elle était rentable tous les ans, etc. Bon, ben là, il y a une année où il n'y a pas de rentabilité. Est-ce que pour autant, il faut la pénaliser, quoi? La question se pose là. Donc, la capacité de rebond, est-ce que le chef d'entreprise voit que c'était un trou d'air, mais que derrière, évidemment, les choses vont revenir normalement dès que possible. Enfin, voilà, toutes ces choses-là. Donc, vraiment, j'insiste sur ce questionnaire. Ça peut vous paraître de l'administratif ou du… Non, encore une fois, c'est opérationnel. C'est très important pour nous, accorder la cotation. Le PGE, si vous l'avez utilisé en précaution,
faut savoir que nous, on voit ce que les banques nous déclarent en crédit et en dépôt. Il faut savoir que plus de la moitié des PGE sont restés sur les comptes, en trésorerie. Donc, c'est ce qu'on appelle des PGE de précaution. Donc, il est important pour nous de savoir quand on mène l'analyse, parce que le PGE, il figure dans l'endettement de l'entreprise. Donc, si on sait que le chef d'entreprise nous déclare que c'était plutôt de la précaution et qu'en fait, on voit bien que dans la trésorerie active, c'est là, quoi, en grande masse, bien entendu, on va, par exemple, l'enlever de l'endettement. Vous voyez ? Donc, c'est très, très important. Ce questionnaire, je vous dis, ça peut vous paraître un peu rébarbatif, mais c'est ce qui fait l'intelligence du système. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un élément clé. Voilà. Sinon, on fait avec ce qu'on a, quoi, et malheureusement, c'est pas toujours. Alexandre, il faudrait qu'on pousse, qu'on renvoie le questionnaire et qu'on pousse les adhérents à y répondre. Je pense que c'est vraiment un conseil. Nous, c'est vraiment un conseil qu'on donne. C'est pas, ça prend pas 10 ans. Cette année, mais cette année, c'est excessivement important. Pour éviter qu'on applique ce que j'appelle une cotation bête et méchante. Mais on ne peut pas deviner. Est-ce que ça change pour autant la cotation en cours d'année, en fonction des réponses que vous avez? On a le bilan, mais si on reçoit le questionnaire après, ça jouera pour l'année prochaine ou ça peut jouer pour cette année? Si les éléments d'information qui nous sont apportés, même après coup, sont de nature en fait à modifier donc notre appréciation, oui. Alors, ça ne veut pas dire que dans tous les cas, ça ne veut pas dire que ces éléments vont nous amener à réviser, mais oui. On les prend en compte. La cotation, elle est révisable à tout instant. Ouais. C'est ce qu'on disait au début. Le temps fort, c'est l'analyse des comptes, bien évidemment, mais à chaque instant, on est en capacité de réviser la cotation suite à un entretien, suite à tout un tas de choses. Et ça a été dit, mais bon, tous ces éléments, bien entendu, ont un caractère strictement confidentiel. Donc, on a évoqué quels sont les organismes, principalement les établissements bancaires, donc, qui ont accès donc, à la cotation, tous les éléments d'information qui sont portés à notre connaissance, et dont certaines, effectivement, peuvent être consignées dans notre système d'information. Déjà, le dirigeant a un droit d'accès, bien entendu, sur ces éléments, mais ces éléments, toutes les autres causes, restent entre nos murs, si je puis dire. En tout cas, même dans mon service, des agents qui doivent obéir à des chartes de confidentialité, etc. Donc, c'est relativement bien encadré. L'analyse des cotations tourne. Ce n'est pas toujours le même analyste, pareil, pour éviter donc, des problèmes qui pourrait y avoir. Donc, on évite à ce que ce soit la même personne qui, au fil du temps, traite donc, du même dossier. Donc, il y a un certain nombre donc, de sécurité, de garanties qui sont apportées, auxquelles nous, on est soumis, pour justement sécuriser au maximum, en tout cas, cette appréciation qui doit rester d'une neutralité, d'une objectivité impartiale. Donc, pour terminer, juste un petit élément donc, sur la répartition des cotations. Donc, on a vu les cotes d'activité, cotes de crédit, avec la limitation donc 3, 4, 5, et les cotes 3, les cotes 4, cotes éligibles. Là, c'est la répartition donc, des cotations au 31 décembre 2020. Donc, on voit donc, la distribution, ce que représente sur l'ensemble des entreprises cotées, un peu plus de 200 000 entreprises cotées au plan national. Donc, la proportion donc, des cotes 3+, des cotes 3+, 4+, bon, ainsi de suite, bref. Et en gras, surligné la part donc, des cotations dites éligibles, c'est-à-dire celles que les banques peuvent mobiliser entre guillemets pour les apporter en garantie dans le cadre donc, de l'accès au financement banque centrale. Donc ça représente 59%, c'est ça ? 60% au plan national. Localement, on est un peu en retrait, mais malheureusement, c'est un chiffre qui ne bouge pas trop, autant au plan national qu'ici à La Réunion. À La Réunion, on est plutôt à 52%. Donc, sur l'ensemble, sur les 2300 entreprises que nous cotions jusqu'à présent, on va en coter plus cette année, grâce à la DGFiP. Le pourcentage donc, d'entreprises dites éligibles, donc code 3 et 4, c'est 52% donc, à La Réunion. Et la raison de ce décalage,
Je l'ai identifié, moi, en arrivant, parce que je me disais, tiens, pourquoi on est différent, pourquoi on a moins. Et en fait, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette fragilité en fonds propres qui est typique des entreprises réunionnaises. On a moins de fonds propres. Domienne, même en général. Au niveau de l'endettement, ça va, c'est correct. Il n'y a pas des taux d'endettement trop élevés. On doit prévoir le stock, nous, contrairement à la métropole. Il y a le BFR, voilà. Souvent, c'est que nous, il y a 2 mois de stock. Après, oui, mais après, les fonds propres, là, c'est les BFR. Mais il n'empêche que ça ne joue pas sur le niveau des fonds propres. On capitalise, soit on capitalise, soit on sort. Donc, il faut se dire une chose quand même. Ici, si on regarde un peu ce qui se passe, c'est vrai que les possibilités pour une entreprise de développement ne sont pas illimitées. On est sur une île. On est sur une île au milieu d'un océan où nos voisins sont des pays low cost, on peut dire. Donc, aller chercher les marchés à côté, c'est tout de suite plus compliqué quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe quand les entreprises gagnent de l'argent et veulent se développer? Elles vont chercher sur d'autres secteurs que l'or, l'immobilier traditionnellement, voilà, etc. Mais ce qui fait que plutôt que de capitaliser, l'argent a plutôt tendance à partir sur d'autres environnements. Mais il n'empêche qu'on le voit quand on est dans une période de crise, comme on vient de la connaître, faire le sens inverse, c'est plus compliqué. Donc, nous, on s'en tient aux fonds propres et très clairement, c'est le talon d'Achille des entreprises réunionnaises. Il faudrait avoir un niveau de fonds propres un tout petit peu plus élevé. On parle en moyenne, là, attention, bien évidemment. Voilà pour cet aspect cotation. Un dernier point parce que l'intérêt de la présentation aujourd'hui, c'était certes de démystifier la cotation, mais aussi de vous expliquer le slide très important que je vous ai dit à la fin, qui est comment on cote les bilans en 2020. D'où l'intérêt, l'importance d'avoir ce document. Mais il faut savoir que nous, on essaie de regarder de toute manière, de lire au travers du cycle de l'entreprise. Donc, un des autres points qu'on va avoir à traiter, ça va être le traitement. Donc, on a parlé des PGE, qui jouaient sur l'endettement. Ça va être les prêts participatifs, parce qu'il y a un système justement, puisque d'une manière générale, l'idée c'est de dire que des entreprises qui allaient bien ont pu être fragilisées par la crise et ça peut les freiner dans leur cycle, leur perspective de développement. Donc l'idée c'est pour que ces entreprises qui allaient bien, là ça je le précise bien, c'était des entreprises viables et qui se portaient bien, on puisse les aider en fonds propres au niveau du haut de bilan. Et donc, une des solutions qui a été trouvée et qui commence à se mettre en place, ce sont les prêts participatifs. Donc, le prêt participatif, il a un gros avantage pour le dirigeant, c'est que contrairement à toutes les autres formes d'augmentation de capital, il ne va pas être dilué. C'est ça. Bon, mais il n'empêche que le prêt participatif, dans son traitement financier, c'est une dette, malgré tout. C'est un crédit, alors à long terme, etc. Il est garanti, etc. Et donc, selon les approches, qu'on soit comptable, juridique, on est dans le quasi-fonds propre, le fonds propre ou la dette. Donc, nous, le traitement au départ, c'est une dette, mais sachant qu'on va regarder, quand on en aura, pour l'instant, on n'en a pas eu, quand on aura des dossiers avec un prêt participatif, bien évidemment, on regardera quelle est la capacité de l'entreprise à avoir absorbé à ce prêt participatif. Puisque normalement, derrière, c'est censé faire du développement, investissement, etc., et donc augmenter le BE, est-ce que justement ces fameux frais financiers seront bien couverts, etc. Voilà. Parce que, voilà. Et donc, est-ce que l'entreprise digère bien ce prêt participatif? Et donc, auquel cas, qualitativement, encore une fois, c'est tout l'intérêt de cette cotation à dire d'expert. Qualitativement, l'analyse va dire, oui, ok, si je prends les ratios purs et durs, c'est 5+, mais moi, donc, compte tenu de tous les éléments que j'ai, le prêt participatif, c'est du quasi-fonds propre, donc, auquel cas, je peux améliorer la cotation. Voilà. Donc, vous voyez, on essaie de coller le plus possible. C'est peut-être pas l'image que vous aviez avant d'avoir eu ces informations sur
sur une vision peut-être, oui, sur une vision un peu administrative, etc. Pas du tout, vous l'avez compris. C'est pas des bons points, on est dans l'opérationnel, c'est le refinancement du système bancaire, et si le système bancaire il a plus de carburant, on va tous à la pêche, d'une manière ou d'une autre. Donc, premier point important, et que deuxième point, on s'est adapté à la crise et que notre approche qualitative nous permet d'avoir une cotation contracyclique, enfin, à travers le cycle, et donc de prendre en compte tous ces éléments qui ont perturbé la vie de nos entreprises. Voilà, une fois qu'on vous a précisé tout ça, on est totalement disponible à vos questions. Là, il y en a. Autour de table, on va commencer par celle écrite. Vas-y. Quels sont les incidents que vous prenez en compte, rejet de chèque, de ligne de crédit, je suppose, ou autre? Comme je l'ai indiqué, en fait, principalement, du moins, les principaux incidents qui sont pris en compte, ce sont les incidents sur les traites, donc la LCR, les incidents sur effet de commerce. Ceci dit, parce que je vois qu'on parle des chèques, le chèque n'est pas un élément pris en compte en tant que tel, mais c'est un facteur aggravant. Donc, autrement dit, tout à l'heure, je vous ai présenté l'échelle de cotation en disant que vous avez des codes 7, 8 et 9 qui traduisent donc des problèmes d'incidents. Ça, ce sont des codes qui sont attribués au vu des incidents de paiement sur effet de commerce. Okay. Donc, on ne dégradera pas une entreprise s'il n'y a que des chèques. S'il n'y a que des chèques, on n'en tiendra pas compte. S'il y a des incidents sur carte, on n'en tient pas compte. Pour une bonne raison, c'est pas une bonne raison. Des incidents de paiement sur chèque peuvent être régularisés à tout moment. Donc, voilà. Et également, pour être plus précis, nous prenons en compte les incidents sur les 6 derniers mois uniquement. Les incidents de paiement sur effet des 6 derniers mois glissants. Donc, un incident de paiement sur effet de commerce, alors réglementairement, les banques ont l'obligation de le déclarer. C'est déclaré dans un fichier donc réglementaire pour une durée de 12 mois. Mais nous tenons compte en fait de la période des 6 derniers mois uniquement pour l'appréciation de la cotation. Petite parenthèse, l'année dernière, après le confinement, nous avons décidé, la Banque de France avait décidé donc de geler la prise en compte, entre le confinement, c'était entre le 17 mars et le 11 juillet précisément, où nous avons gelé la prise en compte des incidents de paiement donc dans la cotation des entreprises, justement pour ne pas accabler encore plus au travers donc d'une mauvaise cotation la situation des entreprises. Donc on est assez réactif, on essaie effectivement donc d'être un peu intelligent dans ce qu'on fait. Donc voilà pour cette question. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Il y en a plein d'autres. Alors, entretien de cotation possible pour les entreprises dont le CA est inférieur à 750 K. Alors, encore une fois, donc on ne cote pas les entreprises dont le CA est inférieur à 750 000 € au vu donc, des éléments comptables. Alors, je pense que néanmoins, l'entreprise, si c'est une entreprise, par exemple, qui démarre et qui pense que son chiffre d'affaires va s'accroître rapidement, bien entendu, rien ne nous interdit d'aller faire un entretien de cotation. Alors, prioritairement, on va se diriger vers ceux qui sont cotés, mais il n'empêche qu'on ne refusera pas. On ne refusera pas, moi. C'est moi qui suis à la manœuvre après. Oui. Donc, je vais quand même cadrer un petit peu les choses. Alors, ces entreprises, donc inférieures à 750 000 €, ce qu'il y a, c'est qu'elles sont cotées au vu d'éléments factuels tels que les impayés. Donc, quand bien même on pourra avoir un échange, moi, je ne reviendrai pas sur la cotation au vu d'incidents objectifs. Ce n'est pas possible. Donc, on peut les entendre, on peut comprendre, mais ça ne changera pas grand-chose dans la cotation donc, qui était attribuée. Je préfère le dire. Ouais. Voilà. Il y a des choses sur lesquelles on peut revenir sur la cotation quand on est dans une cotation à analyse comptable, parce que il y a des postes comptables qui peuvent être interprétés différemment. Dieu sait qu'avec un peu de bouteille maintenant, j'ai vu tout un tas de cas et des fois le plan comptable fait que la comptabilisation de certaines choses se fait à des endroits qui pénalisent la lecture classique des comptes. Donc ça, il est important qu'on le sache. Alors ensuite, quelle est la dernière cote de crédit moyenne de l'ensemble des entreprises cotées de La Réunion? Il n'y a pas de cote moyenne en tant que telle. En fait, dans la présentation, donc, il y avait un slide sur la distribution des cotations. Voilà. Notre cotation, elle est sur une échelle donc, de 12 positions et on voit effectivement la graduation à la fois du risque et la proportion donc, des entreprises qui sont cotées sur cette échelle. Donc, il n'y a pas de cotation moyenne.
Alors, si je veux tracer une ligne médiane, je le disais, entre cotes éligibles et cotes non éligibles, les entreprises cotées 3 et 4, donc éligibles. Donc, on peut considérer que quand on est donc à ce niveau de cote, les choses vont plutôt bien. Quand on bascule sur les cotes 5, il faut y avoir quelques inquiétudes. Mais il n'y a pas de cotation moyenne. Il faut savoir, c'est ce qu'on a dit, les cotes éligibles, elles représentent plus de la moitié de notre fichier. C'est pas... Okay. Alors ensuite, les notations des entreprises réunionnaises 3 à 4 sont inférieures à celles du niveau national. Oui. Pour autant, la défaillance des entreprises réunionnaises est-elle supérieure également? Alors, c'est un peu compliqué de répondre comme ça, mais j'ai fait une étude pour le compte du Césaire qui, dans le cadre de cette étude, on balaye très très large les données. Et je crois qu'on avait un petit peu un taux de défaillance légèrement supérieur. C'était la dernière question. Alors, autour de table, vous avez des questions? Moi, j'ai des observations qui aujourd'hui me concernent économiquement. C'est que sur votre questionnaire, vous nous demandez des précisions sur ce qui va se passer. Oui. Je sais pas, il y en a quelques-uns. Moi, aujourd'hui, si je suis capable de vous dire ce qui va se passer dans 3 mois, je signe. Vous êtes dans quel secteur? Je suis dans l'agroalimentaire. D'accord. Okay. 65% d'augmentation sur la matière première, triplement, quadruplement du délai de livraison. Je paye mes marchandises avant qu'elles arrivent. Moi, s'il y a quelqu'un qui arrive à m'expliquer comment je vais être dans 3 mois, je signe. C'est vrai que, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une étude, j'y pensais tout à l'heure, mais une étude, rien à voir avec la cotation, mais de l'IEDOM sur un comparatif des coûts d'approche logistique. On n'a pas d'informations. On ne peut pas faire ça. Il me semblait qu'à un moment, l'IEDOM avait fait ça, mais il y a très longtemps. Il est possible qu'il y ait une étude de temps en temps partielle, mais fait à partir d'éléments qui vont venir, mais extérieurs à nous. Je suis quasi sûre d'avoir eu une étude de l'IEDOM il y a longtemps. Mais si tu retrouvais quelque chose. C'est facile, on était à 5 € le kilo en aérien, on est à 12 €. Oui, c'est clair. Hier, j'avais mon comité. Devenir 2 tonnes. J'avais mon comité consultatif hier. Ça va continuer à augmenter. Et donc, les chefs ça va continuer à empirer. En fait, j'en retiens 2 événements importants. C'est que oui, le rebond, il est là. Tout le monde le dit. Mais en revanche, on a du mal à y faire face. Alors, dans la construction, parce qu'il n'y a pas d'acier. Et quand il y en a, il y a un prix faramineux. J'ai envoyé un mail à tout le monde, mais on n'y arrivera pas. Il faut être clair. Non, mais enfin, je veux dire, moi, vous me demandez des trucs, on va vous les envoyer. Mais nous, on a de la trésor, on a tout ce qu'il faut. Je vais sortir 50 000 € pour faire du stock, pour faire venir 10 tonnes de café. J'en fais 5 à 7 par mois. Donc, si vous voulez, à un moment donné, si je dois vendre mon kilo de café à machin, je pense que on va se dire au revoir, merci, et puis on va passer à autre chose. Mais c'est qu'aujourd'hui, à l'instant T, et à M-2, il y a 2 mois ou il y a 1 mois, personne ne réagit. Et vous me demandez à moi de vous dire ce qui va se passer dans 3 mois. Vous pensez, attendez, on vous demande ce que vous pensez qu'il va arriver. Après, je ne peux pas vous dire. Oui, non, mais alors après, quand on ne peut pas, vaut mieux, enfin, je dis toujours, quand on ne peut pas répondre à une question, il vaut mieux pas y répondre. Mais je peux répondre à aucune question aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne peux répondre à aucune question. J'ai 20 salariés, je ne sais pas quoi leur dire. Moi, je vais être clair, nous, on est une très bonne entreprise. Moi, je peux vivre encore 3 ans comme ça, je n'ai pas de souci. Mais aujourd'hui, je ne sais même pas si je vais avoir des clients. Parce que si j'ai des entreprises du bâtiment qui n'ont pas de matière première, ou si j'ai des entreprises qui n'ont pas leur truc. Bon, il y a une chose est certaine. Je m'inquiète sur le niveau économique. Une chose est certaine, c'est que cette problématique, elle va trouver un moment. Enfin, le monde a toujours tourné, elle va trouver sa solution immanquablement. Alors, peut-être pas l'année prochaine, enfin, je sais pas, dans l'année. Enfin, nous, je sais que les pouvoirs publics sont sensibilisés par tout le monde, bien évidemment. Là, chacun fait son job. Et bon, à la preuve ici, je vous garantis que hier, la presse était à notre table et ils sont bien au courant de la problématique. Quand vous avez les majors du BTP qui se disent écoutez, voilà, nous on a de la demande, mais on ne peut pas y répondre, donc on aura une année blanche. Donc ça interpelle. Donc, après, qu'est-ce qui va pouvoir être fait? Bon, le fret. Alors, le fret, il y a 2 parties. Il y a l'aérien. Je dirais que l'aérien, une fois que les lignes vont revenir,
les lignes vont revenir à leur niveau normal, ça devrait résoudre une partie du problème, on l'espère. Par contre, sur le maritime, je suis plus inquiet. Parce que maritime, c'est très emmerdant. Et en plus, il y a une double problématique. C'est vital. Hein. Non, mais c'est bien là, c'est ce que je vous dis. C'est qu'à un moment donné, soit on anticipe les problèmes qu'on peut avoir, soit on ne les anticipe pas. Mais à nous, chefs d'entreprise, vous nous demandez pour nous faire une cotation sur nos entreprises et nos échanges inter-entreprises, savoir si on peut se faire confiance les uns les autres ou à ceux qui sont à l'extérieur et tout, très bien. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je l'ai expliqué hier ou avant-hier dans un mail, c'est qu'aujourd'hui, on me demande de sortir 50 000 € de coûts de fret au lieu de 2 500. Alors moi, je veux bien vous dire, il y a une semaine, tout va bien. Mais je veux bien vous dire là, peut-être ça ira moins. Non, mais ça ira peut-être moins bien si je dois le refaire une deuxième fois. Je veux dire, parce qu'à un moment donné, sachez que nous, on a bien conscience de tout ça. Je suis un peu dubitatif et on est un peu chef d'entreprise, on est un petit peu responsable devant les documents qu'on signe. À un moment donné, si on doit faire des choix sur des prêts où on est caution et sur des prêts où on n'est pas caution, faut peut-être en parler. Enfin, je veux dire, parce que vous avez cité le PGE, des choses comme ça. Moi, je suis dans un secteur, j'ai tout bon. Hein. J'ai un PGE à rembourser, basta. Basta, j'ai pas eu 10%, j'ai pas eu 10 000 €, j'ai pas eu 20% de mon chiffre d'affaires, j'ai rien eu. Eh oui, non, mais il y en a qui cumulent dans la crise. Donc, si vous voulez, au bout d'un moment, vous vendez des fonds propres, vous vendez des biens que vous avez, parce que vous avez une société qui tient la route, vous dites, OK, je remets 400 000 et puis on est parti. Quand vous devez en sortir 50 en 10 jours, vous dites, bon, et l'argent qu'on a pris, c'est un peu le mien, là. Hein. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu à ce qu'on fait. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que vous nous demandez une notation, vous nous demandez une participation. Mais moi, aujourd'hui, vous allez peut-être me donner un 5, un 4 ou je ne sais pas quoi. Mais demain, je suis peut-être à 6. Et mes partenaires, enfin, ceux qui vont travailler avec moi, la même chose. Et le problème, c'est que dans ces cotations que vous lancez, dans ces analyses que vous lancez, c'est qu'à un moment donné, il y a un marché, il y a des événements exceptionnels qui se passent. C'est que nous, on connaît aujourd'hui, on a fermé, on a décalé par rapport à tout le monde repart, il n'y a plus un conteneur de disponible, des bateaux ne s'arrêtent jamais à La Réunion, on a un délai de livraison qui devient dingue, on paye des marchandises même à 90 jours, nous on a 32 ans d'ancienneté, on a 90 jours chez nos fournisseurs, on n'a pas le droit d'avoir, il faut être clair. 90 ans, mais parce qu'à un moment donné, les lois sont les lois aussi, donc il me semblait qu'on était obligé de déposer nos comptes, mais j'ai appris qu'on n'est pas obligé, enfin, on peut même demander à l'État de ne pas le faire, même si c'est obligatoire. Je trouve ça fantastique, mais bon. Oui, non, mais c'est quelque chose qui m'impressionne. Hein. Je ne vous cache pas que ça, c'est un truc, mais bon. Mais à un moment donné, il y a des événements qui font qu'il faut, à mon sens, l'IEDOM, au même titre que d'autres parts de l'État, il faut agir. Hein. Il faut agir vite. Ah oui, parce que nous, l'incertitude qu'on a connue pendant 2 ans. Non, je vous dis tout de suite, non, les IEDOM. Non, quand je dis agir, vous avez fait remonter au niveau de capacité d'analyse. Voilà, c'est ça, je veux dire. Non, mais c'est pas autre chose. On n'a pas les moyens. Non, c'est pas autre chose. C'est que dans vos analyses, vous savez bien que si on a des problèmes. On essaie d'être de se caler le plus possible avec les chefs d'entreprise sur justement ce que va être l'avenir. Et si vous avez une entreprise. Si vous avez une entreprise qui, comme vous dites, bien capitalisée, etc., le problème sera moins sensible que pour une entreprise qui est… Voilà. La vitesse où ça va ? Ah oui, par contre, mais là, je permets de dire, mais c'est le monde des entreprises, il n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Je pense que des crises, vous en avez connues, vous en connaîtrez, ça répète encore. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, sauf qu'il y a une partie de la crise qui… Mais là, bon, c'est vrai que la crise, celle qu'on a connue là, est quand même assez inédite. Parce que là, elle a touché sur des critères qu'on n'avait pas l'habitude, sanitaires. Et donc, là, qu'est-ce qu'on fait passer en premier ? Bon, l'État a choisi, c'était la santé avant. Après, il a fait le deuxième choix qui est très bien parce que ça a fonctionné quand même, c'est le soutien massif. Maintenant, c'est la sortie de crise. Donc, nous, dans ce qu'on fait remonter à l'État, c'est cette sortie de crise. Et l'accompagnement qui devra être différencié. On ne peut pas tout arrêter à tout le monde en même temps. Mais nous, voilà ce qu'on fait remonter. Parce que dans vos modèles, si vous rentrez un BFR qui va exploser dans un certain nombre d'entreprises, je voudrais bien voir votre graphique sur le nombre de sociétés, combien elles vont être cotées.
Parce que ça, Oui, ça c'est la vraie tout à fait, vie. Tout à fait. Non, Ça, mais- c'est ce qui se passe et là, aujourd'hui. l'idée, ça va être de dire quelle est la capacité de l'entreprise à supporter, peut-être, combien de temps. Bah, Et- sans répercuter toutes les hausses de prix, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui Ah oui, mais là, on est, non, mais enfin, après, ceux qui c'est sont là. dans le commerce sont concernés. Soit on augmente voilà, c'est tous les prix, mais donc on passe d'une crise sanitaire à une grosse crise économique, puisque les augmentations de salaire n'iront pas en proportion des augmentations de prix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient une problématique, même si ce n'est pas le sujet, ça ne concerne pas l'IDOM, mais c'est vrai que c'est à présent, parce que moi, ce que je disais tout à l'heure, ouais, c'est juste. Ce que je peux peut-être vous dire pour je sais pas, vous rassurer ou vous donner au moins un élément d'information. La Banque de France, c'est pas forcément que la cotation des entreprises, c'est quand même d'abord et avant tout la politique monétaire. Donc la politique monétaire, mise en œuvre de la politique décidée au niveau de la BCE. Enfin, on est tous dans le même bateau. Donc, la question se pose, on la lit dans la presse économique tous les jours, sur le retour de l'inflation à cause de ces éléments-là. Sachez que l'analyse, alors là, on a des spécialistes, là, c'est pas mon job, hein, on a des spécialistes de la prévision, des macros, des modèles et tout ce qu'on veut bien. L'analyse qui est menée par la BCE est de dire que c'est conjoncturel. C'est-à-dire que les choses vont rentrer dans l'ordre quand même relativement rapidement. C'est contrairement aux États-Unis où là vous avez une inflation plus structurelle. Oui, c'est ça. Oui, mais ça crée des problèmes structurels en attendant. C'est la conjoncture trop longtemps. Et nous, quand je dis qu'on est sur une vision conjoncturelle, donc ça veut dire que nos prévisions, après, encore une fois, comme vous le dites, non plus, hein, on n'a pas la boule de cristal, simplement d'après tous des éléments mais factuels, tangibles, etc. Parce que bon, après, je vous passe les analyses de marché à terme et compagnie, enfin tout ce qu'il peut y avoir qui permettent peut-être d'anticiper un tout petit peu l'avenir. Pour l'instant, on est dans l'analyse. D'ailleurs, la BCE va continuer à avoir une politique monétaire très, très, très accommodante. Hein, ça a été annoncé. On continue, toutes les mesures exceptionnelles qui ont été mises en place continuent pour maintenir la liquidité dans le système parce que de toute façon, pour l'instant, l'inflation ne remonte pas. Et que les quelques signaux là, qui ont été donnés pour l'instant sont considérés comme non pérennes. Voilà. Donc, après, vous n'avez pas tort, hein, je ne vous dis pas que vous avez tort. Hein. Je vous dis, voilà l'analyse qui est faite au niveau macro, ça peut peut-être vous aider un peu plus dans. Encore une fois, la boule de cristal, on ne l'a pas. Bon, on ne se trompe pas. Généralement, on ne se trompe pas beaucoup. Dans nos positions de. L'entreprise, elle est là. Moi, oui. Ce mois-ci, je vais faire mieux que 2019. Je veux dire, mais enfin, notre travail à nous, c'est un petit peu la prévision et l'anticipation. Et là, aujourd'hui, je me dis que s'il n'y a pas de conteneur de disponible au Havre avant 1 mois et demi, ça va être chaud. Et qu'on me dit, voilà ce qu'on a reçu de mars ou je ne sais pas d'où, il faut attendre début 2022 pour que ça revienne dans l'ordre. Et au vu pour la Réunion quand même, hein, et de votre analyse économique, avez-vous une perspective du moins jusqu'à la fin de l'année, on est en juin, 6 mois, le temps que. Est-ce que vous avez une perspective, votre analyse sur les perspectives économiques? Elle est sortie, c'est très chaud, elle est sortie avant-hier, hein, la prévision de la Banque de France, puisque au vu de la Banque de France réalise une enquête mensuelle de conjoncture auprès d'un panel de chefs d'entreprise très très représentatif. Nous, on y contribue, hein, l'IEDOM. Et la prévision, on vient de réviser notre prévision de croissance à la hausse de 0,25 points de base. C'est-à-dire qu'on avait prévu une croissance. On avait prévu une croissance de 5,5% pour fin 2000. On avait prévu une croissance de 5,5% de croissance à fin 2021 et finalement, ce sera, maintenant, on tape sur 5,75%. Et la France fera beaucoup mieux que ses voisins européens. Oui, mais avez-vous pris en compte le plan pour la Réunion? Pour la Réunion, on a sorti, alors je peux vous renvoyer si vous le voulez, ça vous donnera un peu, sur notre site internet, on vient de sortir la tendance régionale, donc la conjoncture, la Réunion, cette fois-ci. Hein, on l'a sortie avant-hier, je crois. Donc elle est sur le site maintenant, en ligne, hein, il suffit, vous verrez, tendance régionale, premier trimestre. Donc là aussi, hein, la modalité, c'est qu'on interroge des chefs d'entreprise de la Réunion. C'est pas nous qui inventons comme ça. On interroge des chefs d'entreprise donc sur leur activité passée, comment ils jugent les choses, l'emploi, le futur, comment ils voient le futur, etc.
Et on synthétise, alors là vous aurez dans l'étude avec des déclinaisons sectorielles, etc. Mais on synthétise tout ça au travers d'un indicateur, qui est d'ailleurs suivi au niveau national aussi, c'est l'indicateur du climat des affaires. Donc c'est la synthèse de toutes ces informations qui sont rentrées dans notre système. Et cet indicateur du climat des affaires, il a réaugmenté. Donc on était revenu, nous pratiquement en fin du dernier trimestre 2020, on était revenu à notre moyenne de longue période, le niveau de confiance des chefs d'entreprise, en fait, hein, donc la fameuse barre de 100. On était revenu là, un tout petit peu en dessous. On avait des craintes, parce que quand on interroge, nous, il y a un décalage, hein, quand on interroge les gens, bien évidemment. Donc, on avait des craintes parce qu'on voyait arriver les mesures sanitaires à La Réunion qui devenaient plus drastiques en début d'année. Fermeture des magasins dans les grandes surfaces, et patati et patata, les restaurants. Et donc, on craignait que cette embellie, elle fasse un peu pchit, quoi, ce qui s'est un peu passé au niveau métropole d'ailleurs. Et ben nous, non. Nous, non. Notre indicateur du climat des affaires, il a pris quasiment combien 0,4. Oui, on est passé à 100, phénomène 104. de consommation locale. Oui, alors voilà, il y a donc les explications derrière, c'est ça. Vous avez les explications qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il y a une réorientation vers l'économie locale. Tous les gens qui prenaient l'avion, ils ont dépensé ici. Tous les gens qui allaient en vacances à Maurice et aux Seychelles, ils ont mis de l'argent. Le bricolage fonctionne très bien. Le bricolage fonctionne parfaitement bien, d'après ce que tout ce qui est autour de la maison. Et puis, il faut savoir que l'enjeu pour La Réunion, comme en métropole, c'est 140 milliards. Nous, c'est 1 milliard. C'est l'économie des ménages. Ici. Oui, on voit au travers de ce qui nous est déclaré par les banques, les ménages réunionnais ont économisé là, pendant la crise plus de 1 milliard d'euros. Ce milliard d'euros, il est resté pour l'instant liquide, c'est-à-dire les comptes à vue, les livrets, donc disponibles. Et l'enjeu, il est là. Soit il y a la confiance, et ça va partir, soit il n'y a pas la confiance, et là, ça va monter, et ça va thésauriser de précaution. C'est le delta en plus, ou alors en plus, par rapport à l'année de moins 1. Oui, ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelait l'épargne forcée. On appelle ça l'épargne forcée. Ils n'ont pas pu dépenser. Ils ne sont pas partis. À la Réunion. Oui, 1 milliard. 1 milliard. Sur les comptes des particuliers. Ça fait 1 milliard. Et selon vous, c'est clair. Pas que local. Pas oui, 1 milliard de moins en local. Parce que c'est des gens qui dépensent ailleurs. Oui, mais dans les billets d'avion, il y a l'avion, il y a Air Austral. Pour partir. Et les secteurs qui sont fragilisés, qui ne pourront pas rembourser le PGE, par exemple? Alors, pour l'instant, alors là, c'est une donnée au niveau national, je n'ai pas de déclinaison locale. Au niveau national, il y a une étude qui a été menée à partir des bilans et tout ça par la Banque de France. On estime à 5%, c'est pas beaucoup, donc les défaillances qui est sur PGE, les défaillances sur ils sont basés sur les dotations pour passer sur. Non, mais ils n'ont pas pris beaucoup de risques dans les PGE. Non, mais alors c'est 10%, donc ça c'était sous un autre angle que je l'avais évalué, mais j'ai eu ce chiffre de 5% de risque. Ce qu'on pense qu'il peut risquer de… Ça représente 7 Les banques n'ont pas pris beaucoup de risques. J'inverse le raisonnement. Pour financer le PGE. Sur le PGE, elles sont garanties par l'État. Non, c'est garanti par l'État, mais les banques 82 jours. Oui. Moi, je suis la chance. Il y a eu quelques arrivées il n'y a pas de… Pour l'instant, les banquiers m'ont dit sur les garanties qui sont déjà vécues en 2009. Ils l'ont fait quand même. On redécalé, c'est suivi. On a décalé. Pour l'analyse et à la cotation. Moi, je suis au comité stratégique à Brel. Oui, alors oui, effectivement. Donc oui, on récupère donc bien entendu, comme on l'a indiqué, les comptes en fait, les bilans sociaux des entreprises, mais on récupère également donc les comptes consolidés donc des groupes qui établissent des comptes consolidés
soit de façon obligatoire, parce qu'elle respecte donc les critères pour en établir, soit de façon volontaire, parce qu'on a quand même donc des groupes qui publient en fait des comptes de façon volontaire, parce qu'ils ont besoin d'avoir en fait une vision d'ensemble. Donc les groupes, donc qu'il s'agisse de comptes, qu'il s'agisse de comptes donc consolidés obligatoires ou du compte consolidé établi de façon volontaire. Donc, ils sont traités donc, par la Banque de France et nous établissons une cotation donc, au groupe sur la base donc, de ces comptes consolidés. Alors, méthodologiquement, au niveau des groupes, ce qui se passe, c'est que, et l'un des intérêts, puisque les groupes présentent quand même, du moins, de façon théorique, en fait, une solidité donc, qui est quand même plus importante que des entreprises donc, de petite taille. La cotation qui est attribuée à un groupe au vu de ses comptes consolidés est répercutée donc, de facto, sous certaines réserves, aux entités qui sont incluses de façon intégrée donc, dans le périmètre du groupe, des entreprises qui présentent pour le groupe un aspect stratégique important, dont on a la certitude, notamment au travers des échanges qu'on peut avoir avec le dirigeant, que le dirigeant ne va pas s'en défaire rapidement. Donc, voilà. Donc, autrement dit, on peut avoir une filiale d'un groupe dont les comptes intrinsèques sont plutôt mauvais, voire un peu insuffisants, mais dont la cotation va être rattrapée par celle du groupe, puisque cette entreprise est dans le périmètre du groupe, en intégration globale, et fait l'objet, donc, et sur un domaine d'activité stratégique, dont on a la certitude que le groupe ne va pas s'en séparer. Localement, on a des groupes dont peut-être effectivement certaines surfaces se portent un peu moins bien. Pour autant, ces surfaces, au travers de l'entité donc, qui les gère, on reçoit donc la cote du groupe. Quand on dit qu'une entité se porte un peu moins bien, ce n'est pas forcément le terme exact d'ailleurs, parce que là, ici, quand on est dans un groupe consolidant, il y a des stratégies. Donc déjà, où est placé l'endettement, les fonds propres, etc. Donc là, la consolidation nous permet d'avoir la vision de tout ça. Mais sur les filiales, moi j'ai en tête des groupes où il y a des filiales de production pure et dure. Donc si vous regardez le bilan, là vous avez de l'outil industriel, vous avez de la dette. Par contre, rentabilité, ils vont au groupe à zéro. Enfin, donc pas de rentabilité. Donc si on regarde individuellement, la cotation, elle ne va pas être bonne parce qu'il n'y a pas de rentabilité, on va dire, il n'y a pas de rentabilité. Or, il se trouve que dans le groupe, il y a l'autre société juste à côté, qui est la société de commercialisation, qui, elle, a peut-être une structure qui n'est pas géniale, mais qui, à l'inverse, ça crache au résultat. Donc, c'est là tout l'intérêt de la consolidation. Hein. Donc, voilà, quand on dit que la situation, la lecture des comptes sociaux d'une filiale d'un groupe consolidant est moins intéressante. On a une approche particulière, on a des gens dédiés, parce qu'un compte consolidé, des comptes consolidés, ça ne se lit pas tout à fait comme des comptes sociaux. Donc, on a des gens qui ont été spécialisés là-dessus, qui font un travail de fond. Et là, on passe beaucoup plus de temps que pour une cotation, d'une analyse d'une entreprise. Voilà, hein, il y a vraiment une étude du groupe sur le marché, etc. Voilà. Donc, c'est une approche, l'approche consolidée, c'est une approche que l'on maîtrise et qui est un peu différente, en effet. Voilà. Hein, le principe étant que un groupe, il vaut, si l'ensemble, la cotation du consolidé vaut une cote 4, l'ensemble des filiales va prendre la cote 4. La question, là. Idem pour les comptes consolidés. Combinés. Alors, pour les comptes combinés, c'est un petit peu différent parce que là, les comptes combinés, on ne les traite pas tout à fait. On va les regarder. Ça va nous donner un éclairage. Hein, je parle sous ton contrôle. Les comptes combinés, ce n'est pas la même chose qu'un compte consolidé. Attention, hein, il n'y a pas les mêmes obligations au niveau des opérations croisées, au niveau, etc., etc., etc. Donc, les comptes combinés, on aime bien quand il y en a, on aime bien les avoir. Parce que ça va nous éclairer et éviter justement de faire une bêtise sur une filiale, hein, ou inversement, parce que malgré tout, il y a quelque chose dans les comptes consolidés. Donc, ça, quand il y en a, c'est bien de nous les fournir. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... mais c'est un élément supplémentaire qui nous permettra de travailler plus intelligemment. Une autre question, le prêt participatif. Alors ça, le taux d'intérêt, je n'en sais absolument rien pour l'instant. Il n'est pas du tout... Ça sera plus cher, ça c'est probable. Voilà. Donc, il y a des choses. Là, il y a des choses. Je regarde ce que j'ai comme info. Hein, non, on nous l'a pas donné. Mais
Donc, on sait que c'est un crédit long terme, 8 ans au minimum. Ça, on le sait. Bon, il y aura un soutien de l'État au niveau des garanties. Mais s'agissant d'un financement haut de bilan, il y a une prise de risque, hein, on est plus importante et donc sans être grand clair, oui, en effet, le taux d'intérêt sera sans doute plus élevé qu'un crédit classique, bien évidemment. Maintenant, après, il y a un arbitrage à faire, encore une fois, et là, c'est pour ça que je ne voudrais pas être à votre place. Il y a un arbitrage à faire par l'échelle. Non, mais c'est vrai, hein, alors, il y a une chose, c'est que je ne veux pas être le donneur de leçons, parce que sinon, je serai à votre place. Donc, par contre, j'essaie de donner le maximum de clés pour que ça fonctionne bien. Et là, en l'occurrence, le prêt participatif, si on en a besoin à un moment, c'est la contrepartie du fait de ne pas se faire diluer aussi. Est-ce que le prêt participatif, ce n'est pas un peu l'idée de le faire quand les banques ne nous suivent plus? Ah non, c'est sûr. Ah non. Alors là, ce sera les banques qui seront. C'est elles qui. Ah oui, là, c'est elles qui seront à la manœuvre. Il faut être très simple. C'est elles qui seront à la manœuvre. Et là, contrairement au pays. Un outil. C'est pas ouvert à des. C'est vraiment. Ça se passe comment? Parce que du coup. Il faudra demander t'envoyer des trucs sur il faudra voir auprès de sa banque. C'est la banque. C'est la banque qui met les billes. La banque, elle est à la manœuvre. Après, elle pourra avoir des garanties. Elle aura des garanties de l'État. Quelques notes là-dessus. Donc, le prêt, c'était un prêt sur 8 ans avec un différé de 4 ans, sans garantie, avec un taux d'intérêt compris entre 4 et 5% pour les PME. Donc, ce prêt serait assimilé à la dette long terme. Justement, je ne comprends pas quel intérêt, si on est suivi encore par des prêts normaux, d'aller vers un prêt garanti. Vous voyez, je veux dire, si je peux avoir un prêt à 2%, quel est mon intérêt d'aller sur un prêt à 4%? C'est-à-dire que si la banque me suit sur du 8%, du 4%, c'est qu'elle est censée me suivre sur un prêt à 2%. Non, là, on n'est pas en train de vendre de l'argent pour vendre de l'argent. Attention, non, attention. Vous voyez, ma question, c'est que je ne comprends pas. Oui, alors je vais essayer, par contre, de vous éclaircir là-dessus. C'est que la finalité des prêts n'est pas du tout la même. Si vous êtes sur du prêt classique, vous êtes sur de l'investissement, vous allez dire à votre banquier, voilà ce que je veux financer, je vais faire ci, ça, ça et ça. Et là, si on est sur du prêt participatif, c'est monsieur, voilà, moi la crise m'a un peu bousculé, j'ai besoin de fonds propres pour pouvoir mettre en place des stratégies que je n'ai peut-être pas encore forcément totalement décidées, mais j'ai besoin d'avoir de la marge de manœuvre et que je veux récupérer, que j'ai perdu à cause de la crise. Je voudrais la récupérer. C'est ça. Donc, ce n'est pas du tout la même finalité, hein, bien évidemment. D'un côté, c'est entre guillemets, c'est très important. C'est-à-dire que du moment que la banque les met, c'est qu'elle a confiance quand même dans l'avenir du projet. Donc, dans ce cas, elle peut aller sur d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'elle peut aller sur un emprunt classique, non pas en augmentant les taux. Et ça veut dire que si vous avez besoin à ce moment-là, on n'est pas sur la même durée. Oui, on n'est pas sur la même durée, voilà, c'est ça. C'est qu'on est sur des durées qui peuvent s'apparenter à des durées d'immobilier, par exemple, sauf qu'on n'a pas à dire c'est de l'immobilier que j'achète. C'est quand même pas la même chose. Je vais pouvoir faire du financement de stock, je vais pouvoir faire du financement. Voilà. Mais comme vous l'avez dit, la clé et le mot, c'est la confiance. Confiance. De toute façon, tout est basé là-dessus. Donc, chaque acteur, je pense, aura à cœur, que ce soit l'État, les entreprises, tout ce qui gravite autour aura à cœur qu'on s'en sorte le mieux possible. Bon. Apparemment, nous, tous nos critères font qu'on estime que notre système on avait l'avantage, c'est d'avoir un système, à la fois un système bancaire qui était solide avant la crise, système bancaire qui était très solide au niveau européen, qu'on avait des entreprises qui étaient en cours qui avaient des situations qui s'amélioraient. Alors, je parle encore une fois globalement, mais qui globalement s'amélioraient avec une baisse du poids de la dette dans les bilans et une augmentation notamment des fonds propres. C'était la situation d'avant-crise. Donc, on partait avec des choses un peu solides, heureusement. Donc la crise est arrivée, on le voit. Honnêtement, les bilans qu'on voit 2020 jusqu'à présent, je mentirais si je vous dirais que c'était la catastrophe. C'est faux. On a des bilans qui sont meilleurs, globalement, qui sont meilleurs que ceux de l'année 2019. Ça m'est confirmé hier par un banquier qui m'a dit, moi, les bilans que j'ai vus sont meilleurs. Est-ce que le remboursement du PGE va-t-il jouer? Oui, c'est un peu la question qu'on se pose sur le futur développement des entreprises.
par rapport aux chiffres, comme vous dites, en effet, les bilans sont meilleurs. Ça, c'est possible. C'est possible, mais le PGE, c'était toujours pareil, il faut remettre les choses face à leur utilité. Le PGE, c'était un prêt visant à améliorer la trésorerie, pas autre chose. Donc, évidemment, il y a peut-être une confusion des genres qui a été possible chez certains, mais c'était de la trésorerie. Donc, j'en ai plus besoin. Et d'ailleurs, je dis toujours que, vu les taux faits, je pense que les chefs d'entreprise ont peut-être plus intérêt à dire je rembourse mon PGE et je vais prendre un prêt classique. Il aura peut-être moins cher. Le taux, il n'est pas très haut. Non, il n'est pas très élevé, mais les taux sont très bas aussi pour l'investissement, les prêts à l'investissement. Ils sont très, très, très bas. On est autour du 1 en moyenne. Donc, un commentaire aussi de Stéphane, webinaire très intéressant. Voilà, il va falloir clôturer, en fait, ça veut dire. Ça, c'est sympa. Merci, merci à Stéphane Régis. Voilà, on est venu, on voulait vous éclairer de toute manière. Encore une fois, on n'est pas des donneurs de leçons. Ce qu'on veut, c'est vous donner les clés de lecture, les clés de compréhension, comment avoir le moyen d'agir sur cette cotation. C'était un des thèmes du webinaire. Comment agir sur sa cotation et surtout bien avoir en tête que cette cotation, elle est importante, elle est plus importante qu'on peut des fois l'imaginer. Le nombre de petites entreprises, on a parlé des X avec des incidents de paiement, le nombre d'entreprises qui se sont cassées la figure, de petites entreprises, parce qu'à un moment, elles n'ont pas prêté attention à ces incidents de paiement, elles considéraient que ce n'était pas grave, mais elles ne savaient pas que derrière, ça allait avoir des conséquences, et que qui dit cotation qui se dégrade, banquier coupe les robinets, enfin voilà. Et nous, derrière, on est à la manœuvre, on rame pour comment essayer de les sortir, mais une fois que c'est fait, une fois que le tir est parti, on n'arrête plus la balle. Donc, c'est important de le savoir avant. Donc, c'était le but de ce qu'on voulait vous exposer. J'espère qu'on vous a intéressé. Et de toute manière, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous à l'IEDOM et on traitera des situations individuelles, bien évidemment. Merci. Merci à vous. Merci à vous.